Alors, Greg, je te laisse te présenter pour les 2-3 pecnos au fond de la salle qui ne te connaissent pas encore. Ah, il y en a quand même. Je suis pas une star de l'internet comme vous. Non. Il doit y en avoir quelques-uns. Non, bah écoutez, voilà, tu m'as plutôt bien présenté. Je m'appelle donc Greg Grégoirello et je suis aujourd'hui, j'ai la chance d'être le directeur de collection des éditions Kurokawa. Et puis à côté de ça, bah, je fais encore des piges à droite à gauche pour parler notamment de jeux vidéo, donc sur Gamecult au Japon. Dans des magazines japonais. Et, donc voilà. Mais mon activité principale, ça reste Kurokawa, évidemment. Ok, très très bien. Invité de qualité aujourd'hui, hein, cette semaine. Merci beaucoup. On est très très content de t'avoir. Le haut niveau, là. Ben, merci. Très très content. On va te poser quelques questions, mais en même temps, tu vas pouvoir on a raconté au début, en tout cas, un peu ton métier. Voilà, ton parcours. D'accord. Ton métier. Après, dans une deuxième partie, on parlera un petit peu des nouveautés de Kurokawa du moment. Et on finira bien sûr par la nouveauté. Spy Family, bien évidemment. Incontournable. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par ton parcours. Tout simplement, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant de devenir tout simplement le directeur éditorial de Kurokawa? Alors attention, hein, je ne suis pas directeur éditorial. Le directeur éditorial, c'est encore autre chose. Moi, je suis vraiment directeur de collection. Le directeur éditorial, c'est le mec qui est au-dessus de moi et qui signe les chèques. En gros, la différence entre le directeur de collection et le directeur éditorial, le directeur de collection, c'est celui qui lit les mangas en japonais, qui dit « Ah, ça c'est mortel, il faut l'acheter ». Le directeur éditorial, c'est celui qui est au-dessus de moi et qui dit « Ouais, c'est une bonne idée » ou « Ah, ton manga d'extraterrestres qui font de la cuisine avec des genoux de filles, c'est pas terrible, on va pas l'acheter ». et voilà, donc en gros, c'est celui qui me suit ou pas et qui va signer le chèque derrière. Okay. Alors bon, quand je dis « il me suit », en fait, on est plusieurs à Kurokawa. C'est vrai que je suis un peu le visage de Kurokawa, mais en fait c'est une grosse équipe Kurokawa. On est 6 ou 7 personnes à bosser dessus. Alors il n'y a pas que l'édito, hein, il y a aussi le commercial, il y a le marketing, il y a celui qui est connu aussi à part moi sur Kurokawa, que les gens connaissent à peu près, c'est Fabien Vautrin qui est notre directeur artistique depuis 15 ans. Ouais. Et donc lui, voilà, il intervient aussi de temps en temps dans des podcasts, il est invité, il fait aussi pas mal sur Internet, il partage beaucoup, si vous voulez le suivre sur Twitter, il s'appelle FabV, il est très intéressant parce qu'il partage en général souvent ses secrets de fabrication, il explique comment il a fait les logos des séries, comment, par exemple quand il y a des effets sur les couvertures, il explique comment il a fait, donc c'est assez didactique. Et voilà, donc il y a ma collègue Adeline, en fait, c'est ma binôme, c'est-à-dire qu'en gros, moi je lis les mangas et je lui dis c'est bien, c'est pas bien, et puis c'est elle derrière qui va faire tous les trucs ingrats. Merci Adeline, qui va faire les contrats, les trucs pénibles, quoi. Et voilà. Okay. Et donc directeur de collection, attention, c'est important, c'est pas la même chose. Okay. On note. Alors du coup, ton parcours, juste avant que... Mon parcours, il est pas, il est en fait. Il est assez atypique. C'est vrai que j'en parle souvent parce qu'on me demande parfois, tu sais, d'intervenir dans les collèges, dans les lycées ou bien dans les salons du livre. Il y a souvent des gens avec leurs enfants qui viennent me voir, qui disent « Comment est-ce qu'on travaille dans les mangas ?» et tout. Je dis « Bah écoutez, j'en sais rien parce que moi je suis vraiment arrivé là par hasard. Tu vas voir mon parcours, il a absolument rien à voir avec ça. » Moi en fait, quand j'avais 16 ans, je faisais partie du journal dans mon lycée et c'était, alors tu vois que je suis vieux, c'était à l'époque où Akira est sorti au cinéma. Ouais. Ah ouais. Voilà. Donc ouais, c'était en 91, tu vois, Super NES, tout ça. Et donc en fait, pour la sortie du film Akira, on voulait faire un numéro du magazine du lycée spécial Japon. Et moi déjà j'étais à fond jeux vidéo et donc j'avais proposé d'interviewer un des journalistes d'un magazine de jeux vidéo qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Joystick, qui était un gros journal PC console à l'époque. Ça faut que tu veux. Voilà. Et donc j'avais 16 ans, je les contacte pour savoir si je peux les interviewer pour le journal de mon lycée. Donc ils répondent oui. Donc il y a un journaliste qui s'appelle Seb, qui était assez connu à l'époque, paix à son âme malheureusement, qui est venu dans mon lycée, je l'ai interviewé, on a bien accroché et tout, et en fait il s'avère qu'à l'époque, en 91, donc il n'y avait pas Sega France, Nintendo France, tout ça, il n'y avait que des distributeurs qui distribuaient les consoles. Donc en gros, si tu voulais des infos pour les jeux vidéo japonais, eh ben, il fallait aller dans Paris, à Junku,
tu vois, ça existait déjà à Ouais. l'époque. Il y avait une autre librairie japonaise qui s'appelait Tokyodo aussi, tu y allais, et tu achetais ton Famitsu, et tu scannais les pages du Famitsu, et puis voilà, tu avais tes infos. Parce qu'il y avait pas de responsable français pour Nintendo qui pouvait te prévenir 3 mois, 6 mois à l'avance, voilà ce qui allait sortir. Donc, moi je dis, moi je suis un super fan de jeux japonais et tout, j'ai déjà la PC Engine à la maison, et donc du coup je passe 2 ou 3 fois à la rédaction, et puis au culot, je rencontre le rédac chef de l'époque, qui s'appelait Alain Huyglacourt, AHL, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et en fait, il venait de recevoir le dernier magazine de Famitsu où il parlait du Super CD-ROM et tout, de la PC Engine. Il comprenait pas. Il disait, putain, mais c'est quoi ce truc? On a que des photos, je sais pas. Et moi, au bluff, tu vois, je parlais pas japonais, mais j'avais un dico pour faire mes RPG. Moi, au bluff, je dis, bah attendez, si vous voulez, je vous le traduis. Donc, j'ai mis 3 jours pour traduire un encart comme ça. Et au bout de 3 jours, je lui ramène le truc. Il me dit non, mais laisse tomber, on a trouvé une autre source d'information. Mais par contre, voilà, il était un peu impressionné parce que j'avais fait l'effort du truc. Il me dit, tu joues bien, toi? Je dis, bah ouais, pas mal. Et tu finis les jeux et tout? Je vais assez loin quand même. Et à l'époque, prendre des photos de jeux vidéo, voilà, t'avais pas les boîtiers de capture HD, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Enfin, pour les plus jeunes d'ici, les consoles, on les branchait au téléviseur via la prise Péritel, c'est la grosse prise moche là, avec plein de broches. Et en gros, pour prendre des photos de jeux vidéo, fallait te mettre dans une pièce dans le noir et tu prenais la télé en photo, en fait. Donc les magazines de l'époque, de la fin des années 90, jusqu'à, je dirais, jusqu'en 94, 95, où il y a eu les premiers boîtiers de capture vidéo, toutes les photos, elles étaient faites dans le noir avec un appareil réflexe, quoi. Donc, alors évidemment, il n'y avait pas d'appareil photo numérique à l'époque, ça t'oublie. Donc en gros, c'était chiant. Donc tu avais tous les journalistes de Joystick qui écrivaient, et en fait, ça les faisait chier de prendre les photos. Donc en gros, j'ai commencé par faire les solus, parce que c'était ce qui était le plus long, et prendre les photos pour tout le monde. Donc du coup, c'était génial. J'avais 16 ans, je jouais à tous les jeux vidéo. Voilà. Et donc voilà, petit à petit, donc je suis resté, j'ai commencé à écrire des tests, etc., etc. Et donc on avance rapide, on arrive en 2003. Et en 2003, donc il y avait Joystick, Joypad, PlayStation Magazine, et en 2003, on se fait racheter par Future, qui est une société qui faisait des magazines de jeux vidéo en Angleterre. Ils avaient déjà quelques magazines en France, mais bon, on n'aimait pas du tout leur manière de travailler. C'est-à-dire que nous, on était un peu foufou, tu vois. On restait la nuit pour jouer au foot dans les couloirs et tout, machin. Eux, c'était, voilà, fallait que tout le monde se barre à 18h, t'avais pas le droit de rester le soir, pas le droit de faire des heures sup, pas le droit de machin. Enfin, l'ambiance nous plaisait pas du tout. En plus, les mecs étaient, alors ça dépendait des magazines, mais tu sens quand même que t'étais plutôt encouragé à donner des bonnes notes quand le mec avait acheté de la pub pour le jeu et tout. Donc, on s'est tous barrés. Et on s'est tous barrés, et puis moi, je me suis retrouvé un peu au chôme-du. Tout ce que je savais faire, c'est je savais parler japonais, je savais écrire sur les jeux vidéo, et j'avais plein de contacts au Japon, mais plus côté jeux vidéo, quoi. Et complètement par hasard, il y avait, alors ça existe toujours, il y a une grande maison d'édition en France qui s'appelle Univers Poche. C'est chez eux qu'il y a Pocket. Pocket, c'est ceux qui publient le Da Vinci Code, le Seigneur des Anneaux, voilà, Marc Lévy, Guillaume Musso, enfin voilà, vos darons, elles ont toutes au moins un Pocket à la maison. Et donc eux, ils étaient dirigés à l'époque par un PDG qui était très très malin. Alors c'était déjà un vieux monsieur à l'époque, mais c'était quelqu'un qui était très très fort pour sentir un peu le vent pour les trucs jeunesse. C'est lui par exemple qui a ramené en France dans les années 80 les livres dont vous êtes le héros. Ah ouais. Ah, le solitaire, tous ces trucs-là. Exactement. Oh. C'est lui qui s'est dit, ah bah tiens, ça peut plaire aux jeunes, ça. Donc c'est lui aussi qui a ramené plus tard, il est allé chez Hachette, c'est lui qui a ramené en France les chairs de poule. Ah oui. Ah, putain, mais c'est vieux ça. Le mec a un flair, quoi. C'est... Voilà, ouais. Donc il a un truc sur ce qu'aiment les jeunes, et au début des années 2000, il se dit, bon, les mangas, faut qu'on s'y mette, quoi. Et donc il trouvait personne pour s'occuper des mangas, donc il a demandé au patron des librairies Album. Je sais pas si vous allez parfois acheter des figurines ou quoi chez Album à Saint-Michel. Ils sont plus comics que mangas quand même. Et donc librairie Album, moi j'avais tous mes potes qui bossaient là-bas. Donc du coup le patron des librairies Album dit, dites donc, vous connaissez pas quelqu'un qui s'y connaît au Japon et tout. Et donc évidemment tous les libraires disent, bah Greg. En plus j'avais plus de boulot, tu vois, je venais de me barrer de Joypad. Et donc, du coup, voilà comment je me suis retrouvé complètement au pif chez Kurokawa, en fait. J'ai juste
tu vois, je suis même pas allé jusqu'à la maîtrise parce que j'étais déjà à Joypad, j'avais pas le temps. Donc j'ai fait une licence de japonais et c'est tout quoi. Et en fait, le monde de l'édition, je l'ai appris sur le tas. Voilà. Ok, d'accord. Très bien, très intéressant. Tu vois, c'est un parcours un peu très très atypique, voilà. Ouais, c'est situationnel, quoi. C'est pas le genre de truc qu'on pourrait refaire aujourd'hui. Ah bah non, aujourd'hui c'est hyper professionnalisé les mangas, tu vois. À l'époque, tu vois, en 2003, c'était rare de trouver un mec qui parle japonais. Ouais. Moi, quand j'ai fait des études de japonais en 95, on était j'étais à Jussieu. Alors ça n'existe plus aujourd'hui en plus. Enfin, le japonais, il est plus à Jussieu. Je crois qu'il a été déplacé à Tolbiac. Bref. Ouais. Moi, à l'époque, c'était des salles de cours de 40 personnes. Et on était 30. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Et sur les 30, il y avait, je sais pas, 10 personnes. C'était des gens qui n'étaient même pas étudiants, tu vois. Par exemple, il y avait des retraités, tu sais, qui venaient en auditeur libre. Par exemple, tu avais un prof de judo qui était là, il disait voilà, toute ma vie j'ai gueulé Hajime, je sais pas ce que ça veut dire, donc je veux apprendre le judo. Tu vois, c'est ce genre de truc. Une nana, pareil, qui s'intéressait à l'ikebana, tu sais, c'est l'art floral, elle s'est dit bah tiens, je vais apprendre le japonais. Ça, Et pareil, et parmi les 20 jeunes qu'on était, il y en avait 5-6, c'était des étudiants qui venaient de Sciences Po ou quoi, qui venaient juste valider une année, tu vois. Ils ont pris soit chinois, soit japonais pour pouvoir ensuite faire des carrières diplomatiques, etc. Et donc, en gros, sur les 30-35 élèves, on était 5 ou 6 à jouer aux jeux vidéo et à lire des mangas. Okay. Ça change d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux faire des études de japonais, il faut une lettre de motivation parce que les cours sont pleins à craquer et voilà. Mais à l'époque, c'était rare. Aujourd'hui, tu tapes dans un arbre, t'as 10 mecs qui parlent japonais, Dattebayo et tout ça, quoi. Mais à l'époque... Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est super intéressant et très atypique parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus refaire ça aujourd'hui. Ça, c'est non, parce que moi, à l'époque, je parlais juste japonais. Aujourd'hui, si je devais entrer en compétition aujourd'hui pour faire le boulot que je fais, il y aurait 10 mecs qui auraient les mêmes diplômes que moi, mais plus peut-être un diplôme de métier du livre ou de l'économie ou des trucs. C'est pour ça, moi, je dis toujours aux jeunes qui veulent faire carrière, je leur dis apprenez le japonais, mais n'apprenez pas que le japonais. Bah voilà, Shinro, tu vois ta réponse dans le chat qui a dit Greg, il y a moyen, je t'envoie mon CV et je tape chez toi. Malheureusement, Shinro, voilà. Alors déjà, est-ce que tu parles japonais et puis deux, ça ne sera pas tout de suite parce qu'on n'embauche pas pour l'instant, malheureusement. C'est clair que c'est pas le bon moment, c'est vrai. Alors, tu l'as dit au début quand tu es arrivé, ton métier, c'est un peu, enfin chez Kurokawa en tout cas, c'est de repérer les futurs hits, ce que tu pourrais sortir chez Kurokawa, etc. Alors raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors, tu vas au Japon, tu rates quoi vraiment pour sentir, on va dire, la news arriver. La petite perle. Alors là, malheureusement, ça fait depuis décembre que je suis pas allé au Japon et je vous avoue, ça me manque énormément. J'ai ma pile de Figarts là et de Figma qui est en train de monter là parce que je fais livrer ça chez un pote et je vais souvent au Japon pour récupérer après et là c'est chaud quoi. Ça commence à s'accumuler. Mais d'habitude je vais 3 fois au Japon environ parce que mon métier en fait c'est être chasseur de tendance. C'est-à-dire que je vais déjà devoir repérer ce qui va potentiellement cartonner plus tard, mais il faut aussi que je repère ce qui va cartonner au Japon et en France. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on en avait discuté rapidement à la soirée Spy Family. Je t'avais dit, par exemple, je vais voir un truc qui peut potentiellement devenir puissant au Japon, mais ça peut ne pas marcher en France. Exemple, les isekai. C'est clair. On avait rapidement parlé des isekai à la soirée. C'est un truc, voilà, depuis 5-6 ans, on bouffe que ça au Japon. Et ben, en France, voilà, à part Slime, un tout petit peu ReZero, un tout petit peu Shield Hero, mais sinon, voilà, c'est pas un genre qui marche bien en France. En manga, ok. Ça peut se comprendre, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte par rapport à ça. Donc, Tout à fait. Parce qu'on a des goûts vraiment... en France, en Europe d'une manière générale et en France, déjà on n'a pas forcément les mêmes goûts qu'aux États-Unis parce qu'on n'a pas la même culture manga du tout, on n'a pas du tout découvert ça de la même manière et on n'attend pas forcément les mêmes choses que les Américains. C'est toujours impressionnant de savoir que oui, par exemple on a eu Dragon Ball, on était un des premiers pays au monde à avoir Dragon Ball. Faut s'en souvenir de ça. Ouais. Ça a beaucoup influencé. Ouais. Je voudrais revenir, vu que tu parles des isekai, il y a Slime qui est chez toi. Moi, quand je me réincarne en Slime, pour ceux qui connaissent tout à fait. Je sais qu'au Japon, par exemple, ça cartonne de fou. Genre, c'est vraiment niveau vente, c'est très très gros. Est-ce qu'en France, du coup, c'est pareil ou tu parles de Slime? De Slime, ouais.
Alors, Slime, ça marche bien en France, mais c'est pas du tout le même niveau qu'au Japon ou même en Allemagne. Hein. Ça marche très bien en Allemagne, mais au Japon, c'est un truc de fou. À chaque fois, c'est un manga qui est publié chez Kodansha. Chaque fois que je vais chez Kodansha, on met un petit coup de pression. Genre, t'as vu, Greg, Slime, ça a encore dépassé l'attaque des Titans au Japon. C'est très bien qu'en France, tu vois, en France, on doit en vendre entre 12 000 et 20 000 au mieux, alors que voilà, au Japon, c'est des millions d'exemplaires. C'est ça. Ouais. Et du coup, par rapport au Covid, comment tu t'es adapté pour changer ta façon de travailler? Tu achètes des magazines numériques, par exemple, pour suivre les nouveautés qui sortent au Japon, ou ça se passe comment, du coup? Alors ça, c'est un truc, effectivement, tu fais bien de le demander, parce que c'est quelque chose que j'avais pas eu le temps de... C'est quelque chose à laquelle j'ai pas eu le temps de répondre tout à l'heure. En fait, comment on faisait? Parce que je te dis, j'allais 3 fois au Japon par an, mais 3 fois, ça suffit pas pour lire les hebdomadaires. Hein. Le Jump, il y en a un toutes les semaines, le magazine aussi, le Sunday aussi. Donc, ce qu'on faisait, c'est que j'allais acheter les tomes reliés à Junku, comme tout le monde. Et surtout, en fait, les éditeurs japonais, dès que tu commences à travailler un peu avec eux, ils t'envoient les magazines. Ah. Mais enfin, vous avez tous un Jump chez vous, hein. Oui, clairement. Vous avez vu la taille que ça fait. Oui. Bon, c'était pas très écolo en fait, parce que le Jump, nous on connaît surtout le Jump, mais le Jump en fait, il y a le Jump pour les petits, le Jump pour les, enfin tu vois, il y a rien que Jump, il y a Jump, Young Jump, Ultra Jump, Jump Square. Jump SQ, il s'appelle maintenant. J'ai dit Young Jump. Après, Jump Plus. Jump Plus, c'est sur Internet. Ouais, sur Internet. Ouais. Mais voilà, tu as déjà 5 Jump. Après, tu rajoutes les trucs pour les filles, Cookie, Margaret, et les autres. Ribbon, voilà, exactement. Ça fait beaucoup, quoi. Ça, c'est que Shueisha. Chez Magazine, chez Kodansha, tu as Shonen Magazine, tu as Magazine mensuel, tu as Young Magazine, après tu as Magazine The Third. T'as Evening, Morning, j'en oublie, après t'as les trucs des filles, t'as Bessetsu, comment il s'appelle, Bessetsu Friend, enfin bon bref, t'en as plein. Ouais. Donc en gros, toutes les semaines, chaque éditeur m'envoyait tous les 15 jours, chaque éditeur m'envoie une caisse comme ça, quoi. Et là, on parle de Kodansha et de Shueisha qui ont des paginations normales. Tu vois, chez Square Enix, l'éditeur de Full Metal, Soul Eater, etc., leurs magazines, ils en ont que 4, mais les magazines font 600 pages. Ah bah ouais. C'est c'est 2 Jump ensemble. Mais tu les lis tous? Alors, je me spécialise. Mais je termine de répondre rapidement à la question. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 an ou 2, je pense qu'ils ont bien senti le vent tourner du virus et tout ça. On s'est quand même rendu compte que c'était pas très écolo, même si c'est sur du papier recyclé. C'est quand même ça leur coûte cher. Parce que moi, il y a 10 éditeurs en France. Donc imagine, ils envoient tous leurs magazines déjà à 5 éditeurs en France, 3 éditeurs en Allemagne, 3 éditeurs en Espagne, en Italie. Enfin, ça leur fait des tonnes de magazines qui partent à l'étranger chaque semaine et ça leur coûtait très cher. Donc la plupart des éditeurs de manga aujourd'hui au Japon, ils ont mis en place des systèmes, ils nous envoient les PDF des magazines avant même souvent la parution, ou alors des fois à minuit pile, ils débloquent le fichier. Enfin bref. Donc j'ai pu continuer, pour répondre à ta question, à fonctionner normalement pour ce qui est de la prospection avec le virus. Ce qui était plus pénible, c'est qu'évidemment, je ne pouvais pas aller au Japon, je ne pouvais pas jouer avec mes contacts, inviter un producteur d'animé à boire un coup pour qu'il me dise « Ah bah tiens, on a acheté tel manga, on va le faire en animé l'an prochain. » Tu vois, c'est tous ces petits tuyaux-là qui me manquent. Mais sinon, après, la veille, c'est-à-dire que lire les mangas, ça, je peux le faire de France. En fait. Aujourd'hui, avec les outils que les professionnels de l'édition ont à disposition, tu peux le faire de France. Non, c'est super intéressant de voir cette vision un peu interne de la chose, parce qu'on se rend pas forcément compte, en fait, comment ça se passe. J'ai une autre question, parce que dans le chat, je vois beaucoup de gens qui demandent beaucoup de mangas. Ouais, on veut ce manga. Ah, oui. On va pas faire tous les mangas dans le chat, je suis désolé, les amis. Hein. Mais, alors, les gars, si vous, voilà, déjà, on peut dire aux gens qui attendent Kaguya, vous pouvez aller pisser, il n'y a pas de problème. On n'en parlera pas. Mais... Au revoir. Merci. Et du coup, si on attend Grand Blue, est-ce qu'on peut aller pisser aussi ou... Oui, voilà. Grand Blue, Kaguya, aller pisser. Voilà. Mais j'avais juste une question par rapport à Grand Blue, justement. Tu sais, c'est quoi qui bloque en France ou, C'est trop débile. Trop débile?
C'est trop débile. Il est dégoûté. Non, je suis désolé, non. C'était par la fenêtre, là. Il a envie de pleurer. Alors attention, je dis c'est trop débile. Pour moi, le mot débile dans ma bouche, c'est un compliment. Si vous regardez les tout débuts de Kurokawa, j'ai vraiment forcé, en 2005-2006, j'ai vraiment forcé sur les mangas d'humour, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Ce manga. Le problème, c'est que l'humour, ça marche pas en France. Ouais, C'est un genre de manga qui ne fonctionne pas. Tu regardes les ventes, il y a que Food Wars qui s'en est bien sorti parce qu'il y avait l'animé, mais l'humour en France ça marche pas. Tu vois, Yakitate Japan, ça s'est viandé. Gintama, ça s'est viandé. Ouais. Sakamoto pour vous servir, ça s'est viandé. C'est pas compliqué. Le dernier manga d'humour qui s'est vendu en France, c'est pas de l'humour, Assassination Classroom, parce que moi je le considère pas comme un manga d'humour parce que t'as une vraie trame dramatique derrière, tu vois ce que je veux dire? Assassination Classroom, limite, sans vouloir faire ma pub, limite ça s'approche plus de Spy Family. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est-à-dire que le Koro Sensei, je sais plus comment ils l'ont appelé en français, il s'en sort toujours par une pirouette, mais malgré tout c'est grave. Tu vois, et puis il y a un petit côté GTO, tu vois. Chaque élève, il est malheureux dans sa vie. Il y a un côté drame humain que tu n'as pas dans les mangas d'humour. Enfin, t'as pas d'implication dramatique comme ça dans ce que j'appelle les mangas d'humour, quoi. Et le dernier manga d'humour qui s'est vraiment très bien vendu, c'était sorti chez nous en 2006. C'était Midori Days. Ah, j'adore. Je suis totalement fan de ce titre. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le lycéen c'est une racaille qui se bagarrait tout le temps. Et un jour, il se réveille, il a une meuf à la place de la main droite. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, dans le chat, on te demande et pourquoi Spy X Family qui est très humour aussi. Non, il vient de le dire, parce qu'il y a une trame un peu dramatique. Ouais, mais je trouve que Spy X Family, quand même, ça tourne pas mal en dérision. Enfin, certains aboutissements pour certains chapitres, enfin, ça tourne vachement autour de l'humour. Franchement, on parlera de Spy Family un petit peu après dans le truc. On va pas parler tout de suite parce que je sais qu'on va le lancer, il va nous. Après, en comédie qui marche bien quand même en France, il me semble qu'il y a La Voix du Tablier chez Kana, non? Oui, ça aussi, alors, ça, oui, c'est récent. Mais alors, là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le tablier, c'est comme Jésus et Bouddha chez moi. C'est des mangas qui s'adressent à des gens qui lisent pas de manga habituellement. Ouais. Ça va être typiquement les mangas dont Télérama va dire ah, c'est très bien. et Jésus et Bouddha, c'est une très très bonne vente pour moi, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai très bien vendu les 3 ou 4 premiers tomes. Et puis après, comme tu t'adresses pas à une cible qui s'y connaît en manga, ils n'ont pas cet aspect série, donc ils vont pas forcément aller acheter les suites. Donc tu vois, Jésus et Bouddha, je vais être très transparent avec toi, Jésus et Bouddha, le tome 1, j'en ai vendu 50 000. Ah ouais, c'est un gros score. C'est énorme en France. C'est 50 000, c'est très gros, hein. C'est 50 000 exemplaires, c'est ce que vend un tome de Hero Academia ou de One Piece, à peu près. Okay, c'est le plus au-dessus, mais bon, bref. Enfin, 50 000, c'est énorme. Mais j'ai fait 50 000 avec le tome 1, et dès le tome 2, ça baisse énormément. Alors, là où sur Hero Academia, tous les tomes se vendent super bien, enfin, même si le 1 est beaucoup plus haut que les autres, mais voilà. Et donc, après Midori Days, j'ai sorti un autre manga du même auteur qui s'appelait Love Collage. C'était 2 fois moins. Et à partir de là, les autres mangas d'humour que j'avais sortis, il n'y avait pas d'animé, parce que Midori Days, il avait aussi été aidé, parce qu'il y avait il y avait l'animé, mais tous les autres mangas d'humour que j'ai sortis, Panzer Princess, j'ai sorti Les Flics de la Mort, tous ces trucs-là, ça c'est complètement banané. Ok. Bon, ok. Donc voilà, Grand Blue, moi je trouve ça très drôle, mais c'est de l'humour absurde en plus. Donc ça, c'est compliqué pour le public français en fait. Et d'ailleurs, j'avais une dernière question sur le Grand Blue, c'est le. non mais j'en profite justement. C'est les questions importantes, mais c'est la présence de l'alcool. Est-ce que ça peut poser problème aussi pour une édition en France? Parce que non. Je sais que non. Ok, d'accord. Non, ça après. Tu vois, moi je sors Goblin Slayer, donc à partir de là. ouais, c'est vrai. En fait, ça dépend de ce que tu montres, quoi. Il y a des trucs qui sont plus ou moins acceptés. Il y a à qui s'adresse le public. Tu vois, Grand Blue, c'est publié dans le Morning. Non, Afternoon, je crois. Non, c'est Afternoon. Afternoon, ouais. T'es déjà sur du seinen, c'est-à-dire que Grand Blue, c'est publié dans le même magazine que Vinland Saga, là où il y a des vikings qui égorgent les gens.
Donc à partir de là, l'alcool est pas gênant. Je me souviens juste que pour GTO, c'était comment il s'appelle le premier spin-off de GTO, 14 Days, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour 14 Days, sur la couverture française, ils avaient été obligés de retirer la cigarette. La cigarette, ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ça fait un scandale, ça, à l'époque. Mais l'alcool, non. Bah non, en plus, c'est pas une œuvre c'est pas une œuvre qui s'adresse aux jeunes. Ça serait dans le manga de Inazuma Eleven ou de Pokémon, ouais, je te dirais c'est chaud. Mais là, non. Alors moi, tu vois, c'est rassurant quand même. Voilà. Ok. En fait, à la base, quand j'ai parlé des mangas, je voulais pas qu'on fasse manga par manga parce que je trouve ça pas très intéressant. Même pour toi, c'est un peu relou. En plus, il y a une raison pour chaque, mais bon. Exactement. Mais par contre, moi, je voulais savoir, je voulais aller sur cette question-là plutôt, c'est comment ça se passe les négociations pour une licence. C'est-à-dire que il y a une licence que tu aimes bien, tu as envie de l'éditer. Je suppose que ça arrive qu'un autre éditeur soit aussi sur le coup. Comment ça se passe du coup dans ces cas-là? Est-ce que c'est le plus gros chèque qui l'emporte? Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça dépend de l'éditeur, ça dépend de ta relation avec lui, ça dépend de marketing peut-être. Regarde, je vais prendre un exemple passé. Okay. Enfin, je vais prendre même plusieurs exemples passés pour t'aider à comprendre. Quand Kurokawa arrive sur le marché en 2005, le premier manga qu'on publie, c'est Full Metal Alchemist. Okay. Qui était quand même le manga le plus attendu à l'époque. Voilà. Pourquoi on a eu Full Metal Alchemist? Il y a eu plusieurs raisons pour ça. Alors la première, c'est que en fait, Square Enix, ils n'avaient aucun manga qui était publié en France. Et Full Metal Alchemist, c'était vraiment c'était leur plus gros manga en fait. Et tous les éditeurs le voulaient, tu vois, Glénat, Kana, Panini, etc. Et eux, en fait, leur logique, leur manière de penser, c'était ouais, mais si je file Full Metal Alchemist à Panini, Full Metal Alchemist, ça sera un manga parmi d'autres dans le catalogue Panini, tu vois. Alors, Full Metal Alchemist, à côté il y aura Monster, à côté il y aura 20th Century Boys, à côté il y aura Saint Seiya, etc. Si je le file à Glénat, Full Metal Alchemist, il sera à côté de Bleach, etc., etc. Si je le file à Kurokawa, ils auront que Full Metal Alchemist. Donc je suis sûr qu'ils vont se défoncer parce que ça sera leur manga de lancement. C'est malin. C'est malin, super malin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, à l'époque, en 2005, quand Kurokawa débarque, les autres éditeurs de manga ne font pas de publicité, ou très très peu. Alors que la différence entre Kurokawa et les autres éditeurs à l'époque, c'est que les autres éditeurs de manga, c'est soit des éditeurs qui font que du manga, soit des éditeurs de BD. Tu vois, Glénat, Kana, c'était Dargo, Panini faisait du comics, etc. Et Univers Poche, donc qui crée Kurokawa, il faisait du livre de poche, Pocket. Donc vous avez tous vu les pubs pour Marc Lévy et tout ça sur les abribus, sur les machins. Ça, c'est quelque chose, l'équipe d'Univers Poche était très à l'aise. Donc ils se sont dit, on lance des mangas, on va faire de la pub, c'est évident. Et donc, quand Kurokawa sort, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des meubles en carton partout, des posters FMA, il y avait énormément de publicité partout, alors qu'avant, ça ne se faisait pas pour les mangas. Okay. Et donc, quand on a dit ça à Square Enix, on leur a dit, voilà, on va foutre des pubs partout, ils ont dit, mais c'est mortel, personne ne nous avait proposé ça. Voilà. Okay. Et le troisième truc, c'est que venant du jeu vidéo, je connaissais bien les gens de Square Enix côté jeu vidéo. Donc ça, c'était rassurant pour les gens du manga. D'accord. Le mec du dessus, voilà. Bon, ça, c'est un petit bonus. Mais, ok. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est comme ça qu'on a gagné FMA. Et est-ce que tu me dis si je me trompe totalement, mais est-ce que c'est vrai que par exemple que Shueisha, elle essaie d'être équitable avec tous les éditeurs? C'est-à-dire que si un éditeur a trop de séries de Shueisha, ils vont essayer d'en donner un petit peu à tout le monde. Écoute, je sais pas, mais c'est l'impression qu'ils donnent, effectivement. Donc, on a vraiment l'impression que c'est la distribution. Notamment, moi, ce que je vois, c'est que quand il y a eu le grand retournement de cartes, quand Kurokawa a eu One Punch et Kyun My Hero Academia, en fait, ce qui s'était passé, c'est que Shueisha avait observé le marché français très attentivement et il voyait que le top des ventes, c'était toujours Naruto, One Piece, Bleach. Naruto, One Piece, Bleach. Bon, de temps en temps, il y avait un Fairy Tail. Nous, on mettait Soul Eater, Pokémon. Ahmed, il mettait du Hubble Blatt, etc. Mais il voyait, voilà, c'était toujours One Piece, Bleach, Naruto. One Piece, Bleach, Naruto. Mais ça, ils s'en foutent parce que c'est des vieilles séries. Ouais. Ce qu'ils ont regardé sur les 5 dernières années, c'était le top des meilleurs lancements. Les plus gros démarrages de tome 1, en fait. Okay.
Et sur 5 ans, bah, c'est que Kiyun et moi. C'est One Punch Man, je suppose, pour toi? Ah non, avant, je te parle d'avant. Ah, avant, d'accord. Ok, Avant qu'ils nous filent Hero Academia et One Punch Man. D'accord, ok. Explique D'accord. pourquoi ils nous les ont filés. C'était quel titre, du coup, les. Et les meilleurs lancements, bah, chaque année, bah, ça allait être Pokémon, Ok. Saint Seiya The Lost Canvas, Ahmed, qu'est-ce qu'il a cartonné aussi, Hubelblatt, c'était très très fort. Il avait fait. Donc, Ahmed, c'est Kiyun, hein, pour ceux qui. Ahmed, Ouais, pardon, ouais, je l'appelle Ahmed parce que c'est un pote. C'était, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. j'étais son senpai à l'université, il a fait les mêmes études que moi, voilà. Et, enfin, senpai de 1 an. Hein. Bon, techniquement, je suis senpai, mais bon. Je pense qu'il avait des meilleures notes que moi. Bref. Et donc, du coup, ouais, il avait super bien lancé. Tu sais, il lançait super bien les seinen de Tetsuya Tsutsui. Ouais. Les Manhole et des trucs comme ça, voilà. Et donc, on était. En fait, Kurokawa et Kiyun trustaient tout le temps les meilleurs lancements. Ok. Et donc, Shueisha, ils se disent, ils sont bien les Glénat et tout ça, mais ils vivent sur leurs acquis. Et donc, nous, voilà, Bleach, ça s'arrête, Naruto, ça va s'arrêter. Il faut quelqu'un qui puisse relancer les nouvelles séries en France. Et donc, ils ont décidé de nous tester. Donc, à Kiyun, ils lui ont filé, je sais plus ce que c'était. Et nous, ils nous ont filé Wolf Girl et Black Prince, qui était un shoujo. Ok. Et ils nous ont testé, ils ont fait, voilà, on vous file ça, montrez-nous ce que vous savez faire. Ça m'emmerde parce que je sais plus ce que c'était le manga de Kiyun. C'était pas Golden Kamuy, c'était avant. Mais bref, Kiyun, il cartonne avec le truc que Shueisha lui a filé. Et nous, avec Wolf Girl et Black Prince, on a fait les meilleures ventes shoujo des 3 dernières années. Ah ouais. Donc ils sont convaincus, ils se disent ah bah oui, ok, ils savent gérer. Et donc ils ont filé Hero Academia à Kiyun et One Punch Man à Kurokawa. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Par contre, c'est des choses qu'on sait pas forcément quand on est avec ça. Attention, Là, ça, je le tiens pas de Shueisha, hein. C'est ce que moi j'interprète. D'accord, ok, d'accord. Mais bon, ça me paraît pas déconnant. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Et donc One Punch Man, apparemment, c'était le meilleur démarrage. C'est le meilleur démarrage d'un manga en France. Ok, voilà, d'accord, je confirme. C'est clair que c'était un manga qui était très attendu. Parce qu'aujourd'hui, les mangas très attendus, il n'y en a plus tant que ça. Quand il y a. Dès que tu as un shonen tu sens que ça va cartonner, dès le tome 1, dès le tome 2, il est acheté. Et One Punch Man, en fait, comme c'était un manga qui est publié en numérique, les droits ont mis un peu plus de temps à pouvoir être disponibles. Donc la hype avait eu le temps de monter. Tu vois, c'est rare qu'un manga sorte en France et qu'il y ait déjà 8 ou 10 tomes de parus. Ouais, c'est vrai. Donc là, les mecs avaient eu le temps de se chauffer pendant plusieurs années. C'est-à-dire, quand est-ce que ça sort, et boum, ça sort, et ça pète, quoi. En plus, évidemment, on a fait une super mise en place, on a mis plein de promotions, on a fait une super campagne de pub, quoi. C'était clairement je me souviens Loki, encore. Ouais. Est-ce que pour Kiyun, c'était pas Ad Astra? Ah, peut-être. Parce que c'est sorti sur ce timing-là, c'est la Shueisha, donc... C'est peut-être, je saurais pas jurer que c'était ça. Ouais, il y a Finn dans le chat qui demande la fourchette de prix pour les droits d'un manga. J'imagine que ça varie. Ouais, c'est clair qu'à mon avis, une grosse licence de Shueisha, ça coûtera pas le même prix qu'une petite licence. Alors, comment est-ce que... je vais vous aider, vous allez pouvoir vous faire une idée. Par exemple, toi, demain, tu veux lancer Team Manga Édition. Let's go. Comment ça marche pour calculer combien te coûte un manga? En gros, un manga, combien tu veux le vendre ton manga? On va dire 10 € pour simplifier, parce que je suis pas très bon en calcul mental. Okay. On va dire ton manga, tu le vends 10 €. Non, pardon. Ton manga, tu vas le vendre 15,50 €. C'est cher. Donc, Okay. non, mais c'est pour me faciliter la tâche. C'est une belle de luxe. Donc, tu vends ton manga 15,50 €. Donc, tu enlèves la TVA. La TVA, elle est à 5%. Donc, tu enlèves 5%. On va dire, ça te revient à prix hors taxe 10 € ton manga. Okay. Donc, tu vas proposer un taux de royauté à l'éditeur. C'est-à-dire que sur chaque manga vendu, tu vas reverser, on va dire, 10% du prix. Okay. Donc, à chaque manga vendu, tu files 10 centimes à l'éditeur japonais. On est d'accord? Okay. Voilà. Tu penses en vendre combien du tome 1 la première année? Bah, normalement beaucoup, parce que c'est la... Si c'est 30 000. 30 000? Eh ben,
pour savoir combien va te coûter le manga, tu vas verser ce qu'on appelle un minimum garanti. C'est-à-dire tu lui dis, je pense que je vais en vendre 30 000, donc je vous paye l'équivalent de 30 000 exemplaires de droits d'auteur. Ok, d'accord. Et donc ça fait 30 000 fois 10 centimes. Ok. Ah ouais, c'est un sacré Super pari. intéressant. Ça fait pas super cher, non? Enfin, ça fait 3000 euros. Oui, mais regarde, Bon, je suis nul en calcul peut-être, hein. C'est pas impossible, mais ça fait 3000 balles, non? ça fait plutôt... Attends, 30 000 fois... 30 000 fois 0,1, ça fait 3000. Oui, c'est ça à peu près. Après, on a dit des chiffres au pif. C'est ça. Ouais, Après, là, oui, c'est oui, juste non, un mais gros- parce que ça me paraît peu en fait de filer juste les royalties. Après, c'est toujours 10. Enfin, t'as pris le 10% comme ça un peu pour faire le calcul ou c'est dans ces eaux-là les royalties des Voilà. éditeurs? Mais alors attends, parce que là, t'achètes un seul tome. Ah, d'accord, ok, je vois. Bah oui, il est là le D'accord. piège. Ah oui, c'est pour ça que Ah, c'est pour ça que quand il y a des grosses séries qui ont déjà beaucoup de tomes sortis, bah c'est très risqué en fait. C'est pour ça que Ah, ok. Ouais, ceux qui se lancent ça dans- pique. ils Et prennent le donc, risque. regarde, hein, le truc, c'est que tu Oh, payes merde. ton manga 3 000 euros, on est d'accord. Ouais. Mais ça, tu t'avances sur 30 000 tomes, Mm. sur 30 000 exemplaires vendus. Si tu en vends 35 000 et plus, voilà, tout va bien, tu fais ce qu'on appelle, tu recoupes ton avance. Ouais. Mais si tu en vends 7-8 000, tu vas perdre beaucoup d'argent. Bah ouais, Yes. c'est logique. Et le problème, c'est que tu vas devoir payer 3 000 euros à chaque tome. Si c'est une série à 50 tomes, bah voilà. Ah, et ça veut dire ça que reste stable sur tout le truc. Ah ça bah, reste faut 30 payer 000 pour chaque tome. Non, c'est-à-dire que si c'est à la baisse, tu peux renégocier. Tu peux dire, bah, Ouais. écoutez, là c'est chaud, est-ce que je peux vous payer 12 000 au lieu de 30 000? Ok. Bah, t'as des éditeurs qui vont dire oui, t'as des éditeurs qui vont dire, écoutez, faites un effort, essayez de relancer la série avant de baisser. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je vois. C'est pas facile du tout. Voilà. Clairement pas. Alors, on va faire peut-être un petit point maintenant. On posera les questions du chat juste après, les amis, vous inquiétez pas. On posera vos questions, je les vois dans le chat. On va faire un petit point sur les nouveautés Kurokawa du moment, quand même, un petit peu. Il y a Goblin Slayer qui continue. Oui, tout à en fait. seinen. Tu penses quoi du titre, toi, concrètement, en tant qu'interne, Moi on va dire? Moi Oui, toi, oui, toi. Ah oui, ah bah alors déjà, on va se mettre d'accord, hein, je publie tout ce que j'aime, donc à partir de là. Ah bah ouais, c'est clair. Et Un beau métier. non, en fait, Goblin Slayer, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus parce que, en fait, à cause de la mode du isekai, la dark fantasy, des trucs un peu méchants à la Berserk, ça a quasiment disparu au Japon. Et nous, en France, on adore ça. Parce que justement, c'est un genre qui n'existe pas vraiment, que ce soit en France ou aux États-Unis. Tu vois, en BD franco-belge, la hard fantasy, la dark fantasy, ça existe, mais il y a toujours un côté un peu rédemption, un petit peu poétique, etc. Et les Américains, sortis de Conan, c'est un peu compliqué. Conan, ça cartonne, mais justement, Conan cartonne tellement qu'il y a... Enfin, t'as Red Sonja un peu, mais t'en as pas tant que ça, en fait. Ouais. Et donc, si tu kiffes, enfin, voilà, si tu as kiffé Hubelblatt, tu vois les ventes en France, tu as kiffé Hubelblatt et Berserk, il reste pas grand-chose. Donc, moi, j'aime beaucoup la Dark Fantasy. C'est aussi la Dark Fantasy qui m'a... alors, pas forcément hyper dark, mais c'est vraiment la fantasy à la japonaise qui m'a aussi attiré, tu vois. Moi, je faisais des donjons et dragons, des trucs comme ça avec mes potes, et c'est vrai que quand tu vois Lodos et ces trucs-là, quand tu as 17 ans, tu kiffes, quoi. Et donc, moi, j'ai un petit fait pour la fantasy japonaise, mais la fantasy pur jus. C'est-à-dire que le lycéen puceau qui se réveille dans un monde fantastique, au bout d'un moment, enfin, tu vois, il est trop malin, toutes les femmes chats veulent se marier avec lui, enfin, ça m'intéresse pas, quoi. On C'est est ensemble. C'est un peu le même genre d'histoire à chaque fois. Et donc, quand j'ai vu Goblin Slayer, j'ai vu voilà, un vrai truc de fantasy qui tâche, et surtout, ce qui m'a attiré, c'est que c'est un récit de fantasy qui change de d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va libérer une princesse, c'est pas un mec qui a une quête mystique pour sauver le monde, il a pas un archimage à dégommer ou quoi. C'est vraiment c'est le mec qui fait le sale boulot, quoi. C'est-à-dire que tu vois vraiment le côté prolo de la fantasy. Ouais. Et ça, c'est inédit. C'est-à-dire que le héros, c'est toujours un mec, au début, il est en bas de l'échelle, et puis il va trouver une épée magique, ou c'est l'élu, ou je ne sais quoi. Lui, non, rien du tout. Le mec, il est rang argent, tu vois, c'est un des meilleurs aventuriers de la guilde, mais il fait que du gobelin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois l'aspect vraiment basse couche sociale de la fantasy. C'est-à-dire que dans les passages du manga où tu as la guilde, tu as le mec qui vient, bon, il y a des gobelins là, ils m'ont piqué des vaches et tout, qu'est-ce que je fais, quoi?
Et la nana dit, ah bah non, je suis désolé, tous les aventuriers sont partis vaincre le roi démon, machin. Elle fait, ouais, bah en attendant, moi je peux plus faire mon lait et tout, quoi. Et le Goblin Slayer, le crève-gobelin, il est là pour ces mecs-là, quoi. Donc c'est un peu Jean-Luc Mélenchon dans l'Heroic Fantasy. Et j'aime bien ce côté un peu, c'est le dératisateur, tu vois, c'est le dératiseur de la fantasy, le mec. Ok, d'accord, je vois. Il y a un autre titre qui vient de sortir, le tome 3 là, ce mois-ci, un titre que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, c'est quoi la question plutôt, c'est plutôt que ce que tu as pensé du titre, c'est pourquoi tu as voulu sortir en France, tu vois, c'est même plus intéressant. Ah ouais, bien sûr. C'est Transparente, tu vois, Transparente, tome 3 qui vient de sortir. Pourquoi ce titre-là plutôt qu'un autre Bah, ce titre-là, j'ai eu un vrai coup de cœur sur lui. En fait, j'ai eu un coup de cœur à peu près en même temps sur Transparente et sur Blue Flag. En fait, ça va être un peu long, c'est pas grave. Non, Vas-y. En fait, voilà, full disclaimer, hein, j'ai 45 ans cette année et je sens forcément que je suis de moins en moins proche des Shonen, Neketsu. Non, vraiment des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui. Ok. Tu vois. Et donc, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup sur Twitter et je follow plein de gens tu vois, je vais follower des afroféministes, je vais follower des mecs radicaux, des trucs, et je vais vraiment, dès que je vais voir passer des RT chelous, je vais aller voir et je vais regarder parce que il faut que je reste un peu connecté à la réalité, quoi. Et tout ça, ça m'est arrivé parce que j'ai eu un gros clash sur la gueule il y a quelques années parce que j'avais gueulé à propos du scan sur Twitter, et donc il y a plein de gens qui me sont tombés dessus parce que j'ai pris en photo une personne qui était en train de lire des scans dans le métro, et voilà, c'est une erreur que j'ai assumée, j'ai présenté mes excuses et tout, c'était une grosse connerie. Et du coup, il y a plein de jeunes qui me sont tombés dessus, et c'était il y a 4-5 ans ce clash, et j'ai découvert tout un pan de la société que j'ignorais totalement, tu vois. Et donc je me suis mis à follower comme ça pas mal de jeunes qui étaient venus m'insulter et tout. Et c'est important parce que c'est des fans de manga et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et j'ai besoin de comprendre ces gens-là parce que c'est le public de demain. Tu vois, je veux pas les rejeter. C'est des gens qui aiment les mangas aussi, sauf que je les comprends pas trop. Et du coup, je me suis mis comme ça à essayer de voir un peu quels sont les thèmes qui préoccupaient les jeunes, etc. Et je voyais, il y avait beaucoup de questionnements sur la sexualité. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent aussi la question de voilà, j'ai des problèmes dans ma vie, comment est-ce que je peux les résoudre, voilà, mon mal-être, etc. Et c'était intéressant. Et à peu près 6 mois, 1 an après que je commence à faire ce travail, commence dans le Jump Plus le démarrage, démarre donc la publication de Transparente et de Blue Flag. Et je trouvais que ça résonnait pas mal avec ce que je lisais sur Internet, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce soit Blue Flag et voilà, le mec qui est amoureux de son copain mais qui est dans le placard, et Transparente, la fille qui a un foyer pourri, mais au-delà de la fille qui a un foyer pourri, genre le grand frère qui est complètement inhumain, qui fait comme si sa mère se faisait pas cogner dans la pièce d'à côté et tout. Enfin, ça, c'est des choses... voilà, c'est un peu glauque, mais j'ai vu, voilà, il y a des cas sociaux aussi sur Twitter où les mecs racontent la merde qu'ils vivent, et ça m'a frappé la similitude qu'il y avait là-dedans, et je me suis dit, Transparente, ça peut peut-être toucher les gens, parce que au-delà de l'aspect fantastique de la fille qui peut devenir invisible, je pense que malgré tout, tous les questionnements et toute la manière dont elle se prend la tête, j'ai trouvé que ça sonnait juste par rapport à ce que je voyais sur les jeunes gens qui étaient en détresse sur Twitter. Ok, d'accord. C'est intéressant comme approche. Très Transparente, c'est seulement 3 tomes actuellement en France. Je vous conseille fortement d'aller lire ça. Vraiment, c'est un manga qui dénote pas mal de ce qu'on peut lire ailleurs. Et très très dur aussi. Un manga très très difficile. Donc à pas non plus remettre en tout le monde, quoi, bien sûr. Mais voilà, très bonne lecture, très bonne pioche. Qu'est-ce que je voulais demander aussi? Je voulais demander quelque chose, mais j'ai totalement zappé. Moi, il y a un truc qui m'intrigue un peu. Ouais. C'est Pokémon La Grande Aventure. Oui. Parce que, alors, je me souviens quand j'étais petit, les tomes sortaient même en presse avec des demi-tomes, des trucs bizarres comme ça. Okay. Et du coup, c'était complètement décousu, il n'y avait rien qui était trouvable. Et le truc était un peu tombé dans l'oubli. À quel moment, toi, tu t'es dit, ok, on va éditer Pokémon, le manga,
à une période où en plus de mémoire, Pokémon c'était plus non plus, c'était pas la Pokémania, tu vois, c'était pas les années, on n'était pas en 2002. Tu vois, du coup, pourquoi lancer un truc comme ça qui en plus, je suppose, bon, les licences Pokémon, ça doit être un certain investissement aussi, tu vois. Alors en fait, j'ai toujours été fan de Pokémon. Voilà. Je vous l'avais dit au début, j'étais journaliste de jeux vidéo. Je pense pas être quelqu'un de très vantard, mais j'ai la prétention de penser être la première personne en France à avoir joué à Pokémon. Je l'avais ramené du Japon l'année de sa sortie, je sais plus, ça devait être 96 ou 97. Incroyable. À l'époque, ça venait de sortir sur Game Boy, mais la Game Boy en 96, elle était déjà ringarde, tu vois, c'était déjà un truc vraiment un peu pété. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'est à l'époque, quand j'allais au Japon, j'y allais qu'une ou deux fois, une fois ou deux par an maximum. J'étais encore étudiant. Oui, non, les voyages de presse, ça arrive plus tard. Donc, j'allais au Japon une fois par an, mais tu vois, pour les voyages en métro, pour même les 12 heures de vol d'avion où tu n'avais pas la télé à l'époque. Enfin, tu avais un écran pour tout le monde et tu avais 3 films sur 12 heures, bref. Moi, ce que j'aimais vraiment, c'est avoir des RPG sur Game Boy. Tu vois, les sagas, tout ça, j'aimais bien, je les avais saignés. Et en fait, un jour, je rentre dans une boutique à Tokyo et je dis, voilà, je cherche un RPG sur Game Boy. Et le mec me dit, bah écoutez, il y a ça, là, c'est sorti il y a quelques mois, c'est super. Alors je dis, ah bon, c'est quoi? Et je regarde, et effectivement, c'était un RPG. Donc j'achète, je joue, je trouve ça mortel. Je rentre en France, je regardais, ça s'appelle Pocket Monster, c'est mortel et tout, tout le monde se dit, mais Greg, c'est quoi ton jeu de merde en noir et blanc avec des petits cubes? On s'en branle, quoi. Et tu peux retrouver les vieux scans de Joypad. Hein. Dès 97, je commence à saouler tout le monde avec Pokémon. Il y a Pokémon Stadium sur N64. Les mecs sont là, putain, c'est quoi cette merde? Non, attendez, moi c'est mortel, regardez, on peut avoir Mew en faisant une astuce et tout. Les mecs, mais c'est quoi? Enfin, de quoi tu me parles? Et l'année d'après, je crois que c'est en 2000 ou 99, ils annoncent Pokémon aux États-Unis. Alors moi, je tombe des nues, tu vois. Je fais quoi, il va sortir Pokémon? Pour moi, c'était un jeu japonais de chez japonais, quoi. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais ils vont le sortir. Et en fait, ouais, ils ont tout traduit les noms, ils ont fait des jeux de mots, salamèche, machin, tout ça. Et du coup, quand ça arrive en France, il y a le dessin animé, c'est la première fois qu'il y a un gros truc comme ça, tu vois. En même temps, il y a les cartes, il y a le dessin animé. On n'a jamais eu ça en France, tu vois. Ouais. Tout arrive massivement, c'est la première fois. Depuis, c'est ça pour toutes les grosses licences, mais à l'époque, c'est la première fois. Boum. Et moi, j'étais prêt, tu vois. Donc, je fais les solus et tout, machin. Les mecs commencent à découvrir Pokémon en France. Moi, je suis déjà sur Or et Argent qui vient de sortir au Japon. Bref. Et donc, je suis un très grand fan de Pokémon depuis le début. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans le business du manga. Et Glénat fait les mangas Pokémon parce qu'il y a le dessin animé sur TF1. Le problème, c'est que les mangas, ils ont été achetés viteuf, on va dire. Et entre-temps, va se créer la Pokémon Company, qui est une société qui va réguler. Voilà, maintenant que Pokémon, ça cartonne dans le monde entier, on siffle la fin de la récré, on repasse tous les contrats un par un. Et je pense qu'en fait... c'est de la supposition de ma part, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que Glénat, ils avaient fait comme pour tous les autres mangas, ils avaient dû les acheter à Shogakukan en direct, tu vois. Ouais. Et je pense que la Pokémon Company a dit, ah bah non, maintenant, il faut qu'on valide tout, machin. Et je pense que Glénat, alors soit ils ont trouvé ça compliqué, ou soit ils n'arrivaient pas à donner les garanties que voulait la Pokémon Company, mais en tout cas, voilà, ils perdent les droits au milieu de la première saison. Ah, ils ont été perdus, du coup, les droits. C'est pas un abandon ou un truc comme ça. Alors, écoute, j'ai pas... Ah oui, ouais, du coup, ouais, tu sais pas exactement, mais c'est un truc comme ça. Soit on leur a retiré la licence, soit ils ont arrêté parce que c'était trop compliqué. Je sais pas. En tout cas, mais voilà. Et en plus, c'était un gros trauma pour la plupart des enfants de l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à l'époque pour qui c'est le premier manga, et ça s'arrêtait avant la fin. C'est-à-dire que pour ceux qui le lisaient à l'époque, la dernière page, c'est donc le héros, donc Rouge, qui, alors je sais plus comment il s'appelait, il l'avait appelé Sacha. Et donc Jaune, alors je sais plus comment il l'avait appelé en français, mais il disait « Oh, mais tu es !» 3 petits points, ça s'arrêtait. Et les mecs ont entendu 10-15 ans pour la suite, quoi. Et donc voilà, donc évidemment, moi, dès que je commence le business du manga en 2004, pardon, je suis embauché en 2004 et les mangas sortent en 2005. Je demande à Shogakukan, excusez-moi, les mangas Pokémon. Il me dit, ah non, c'est trop compliqué, machin. Bon, je me dis, ok, c'est compliqué. Le temps passe, et
je deviens bon copain avec le patron de la Pokémon Company à Londres. Et donc, je commence à voir que au Japon, Pokémon Noir et Blanc, ça s'annonce super bien. Même si en France, Pokémon avec Diamant Perle, ça s'était un petit peu éteint. Là, je vois que ça va bientôt reprendre. J'ai 2 ou 3 signaux comme ça que je me dis, c'est trop con de laisser passer Pokémon. Donc je retourne voir Shogakukan quelques années plus tard et je leur dis, pourquoi est-ce que c'est pas possible Pokémon? Ils me donnent une réponse que je peux pas vous dévoiler ici, parce que c'est des secrets d'industrie, on va dire. Et ils me disent, c'est pas possible parce que ça bloque à tel endroit. Je dis, tiens, c'est chelou quand même. Et à mon avis, tous les autres éditeurs avaient demandé à Shogakukan, et Shogakukan leur disait, ça bloque à cet endroit-là. Sauf que moi, je revais voir mon pote de la Pokémon Company, et je lui demande, alors Shogakukan, ils m'ont dit ça. Il me dit, attends, c'est chelou. Et donc, on fait, tu sais, un peu comme quand tu vas à la sécu ou quoi, est-ce que vous avez le bon formulaire? Non, attendez, il faut remplir ça, machin, hop, est-ce que vous avez le bon papier? Ah non, il faut aller au bureau d'à côté. Non, voilà. Ça m'a pris 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai réussi à débloquer la situation, et donc j'ai récupéré les mangas de Pokémon Noir et Blanc. Et là où je suis... et j'étais super content, parce que je suis fan de Pokémon. D'ailleurs, je suis tellement fan, c'est moi qui ai traduit les premiers tomes moi-même. Et vraiment, c'était enfin, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai fait les Chevaliers du Zodiac, j'ai fait Pokémon, voilà, j'ai eu les licences de mon enfance et de quand j'étais jeune adulte, voilà, je suis heureux. Et c'était vraiment par passion que j'ai fait Pokémon, en fait. Et alors, en plus, ça m'a fait plaisir, parce que j'étais pas sûr que ça se vende, en fait. Parce que le manga pour enfants, c'est très compliqué. Parce que jusqu'à il y a peu, jusqu'à 2012, un truc comme ça, 2010-2012, les mangas étaient au rayon manga et les enfants n'allaient pas au rayon manga. Les enfants, ils allaient au rayon enfant avec leurs parents. Et surtout, c'est les parents, ils achetaient ce qu'ils voulaient. Tu vois, tu as toujours le gamin qui dit « Ah, je veux ça !» Le père qui fait « Non, non, tu vas prendre, tiens, Victor Hugo, c'est très bien. » Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a eu de la chance parce que quand on sort Pokémon Noir et Blanc, c'est, je crois, les 17 ou 18 ans de Pokémon, peut-être 15 ans, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, les gens qui avaient 10 ans quand ils regardaient Pokémon à l'époque, quand on sort les mangas en France, c'est des jeunes adultes. Donc ils ont un vrai pouvoir d'achat. Donc on arrive à la fois à vendre le manga aux jeunes adultes, qui disent « Ah, trop bien, Pokémon, c'est ma jeunesse, machin », même si c'était le manga de Noir et Blanc. Et on arrive aussi à toucher les enfants, parce que tu arrives déjà à une époque où les gens qui regardaient les animés dans les années 70, ils ont 35 ans, et ils n'ont pas peur d'acheter des mangas à leurs enfants. Okay. Voilà. Et donc j'ai cette chance, c'est que Pokémon Noir et Blanc, ça cartonne. Et je discute en fait avec le responsable éditorial des mangas Pokémon au Japon. Il était venu en France, on a fait un repas avec toute l'équipe Kurokawa et tout. Et on discute avec lui, il nous dit « Mais pourquoi vous ressortez pas les vieux mangas ?» Je lui dis « Ah bon, vous pensez c'est possible et tout ?» Il fait « Attendez, mais bien sûr, regardez, aux États-Unis, ils ont sorti les vieux, ça cartonne et tout, parce que les enfants de l'époque sont les adultes d'aujourd'hui et ils ont encore... » Ah bon, d'accord. Donc on sort pour l'anniversaire de Pokémon, donc on sort La Grande Aventure, avec la fin que Glénat n'a jamais publiée. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque où à Châtelet, ils avaient ouvert un Pokéstore éphémère. Ils avaient ouvert un centre Pokémon éphémère où, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un truc de débile, il y avait 3 heures de queue tous les jours pour rentrer dedans. Et on met des mangas, sold out le premier jour. Donc on remet des mangas le lendemain, sold out. Tous les jours, ils étaient sold out. On remettait, ils repartaient. Ah ouais. Et à partir de là, on a compris qu'effectivement, sur Pokémon, tu avais une double exploitation. Tu avais les enfants et les adultes. Et c'est très très rare d'avoir ça. Tu l'as sur quelques licences qui sont assez anciennes, comme Dragon Ball par exemple, où tu as les parents qui achètent, t'as les papas qui achètent à leurs enfants. Regarde ce que je lisais quand j'étais petit. Mais tu n'en as vraiment pas beaucoup. Et Pokémon, c'est l'une d'elles. Et donc, en fait, j'ai fait Pokémon parce que j'étais fan. Et ça s'est avéré être une bonne pioche, en fait. Ok, d'accord, ok. Très bien. Très très beau, très très belle histoire.
Merci. Franchement, c'est premier donc un fan de passionné. Pokémon de France. Le mec, désolé, excusez-nous. Pardon. C'est Bon, le bah, chef ça de va. Pokémon en France. Quoi. C'est- Exactement. On va quand Non, même il y a- parler. il y a des- non, non, attention, parce que moi je suis modeste, hein, je ne fais que les mangas. Les vrais boss, je pense que c'est. Enfin, les vrais boss, ceux qui font vraiment. Ceux qui vendent le plus, je pense que c'est les cartes à jouer quand même. Ah ouais. Oui, Il y après, a ouais. les jeux Ah, aussi oui, quand ouais. même. Oui, le jeu, oui, non, mais le jeu, ils sont intouchables parce que ça Oui. part d'eux en fait, tu vois. Oui. C'est dans Pokémon, c'est le jeu qui contrôle tout. C'est-à-dire, t'as un nouveau jeu, T'as une et nouvelle des série nouveaux de Pokémon, mangas. et c'est de là que vont partir les cartes. De là que veut partir le manga. Tout part du jeu en fait. Mm. Ouais, bien Tout sûr. part du jeu vidéo. Bien Totalement. évidemment. Mais si, les cartes Pokémon, c'est énorme. Je crois qu'ils en ont vendu 1 milliard ou un truc comme ça. Oh là là. Et d'ailleurs, Euh, c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, Pokémon, tous nos autres mangas, les concurrents, c'est les autres mangas. Ouais. Tu vois, par exemple, le One Punch Man, mon ennemi, ça va être Dragon Ball Super. Je sais pas, moi, Goblin Slayer, mon ennemi, ça va être Berserk, etc. Le manga Pokémon, j'ai aucun rival. Enfin, j'ai aucun rival, c'est prétentieux de dire ça, mais si, j'ai aucun rival sur le manga, parce que les gens, ils Ouais. achètent pas un manga, ils achètent un Pokémon. produit Pokémon. Donc, mes concurrents sur le manga Pokémon, ça va être la carte Pokémon, le t-shirt, Ouais, la je peluche. vois. Parce que le gamin, il a 10 € d'argent de poche, et il veut du Pokémon. Donc, à moi de faire en sorte qu'il achète le bouquin plutôt qu'un deck de cartes, ou plutôt qu'un booster, ou Bien plutôt sûr. qu'une figurine, ou voilà. Donc, moi, mes concurrents sur Pokémon, c'est les autres produits Pokémon, en fait. Très bien. Ça, c'est marrant ça. Je crois que Ouais. ceux qui ont les cartes à jouer, c'est les mêmes que Magic de souvenir. Non, Bah, c'est ça, ouais. non, plus maintenant. Non. Wizard of the Coast. Ah oui, ils ont été rachetés par Hasbro, t'as raison. Ah, J'ai ok. perdu les droits il y a une éternité. Ah bon C'était- Bah, il y avait Wizard of the Coast sur les premières extensions, et après c'est Pokémon Company qui fait hop, 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 on arrête tout ça, c'est nous qui faisons les cartes. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Block X, Révélation, tous ces trucs-là. Ok. Ok. Bon, on va quand même parler du titre pour lequel on t'a invité comme de base, parce que ça, on a Oui. beaucoup, on est C'est beaucoup vrai. partis dans tous les sens. C'est vrai on t'a invité quand même. 22h30 déjà. De ouf, j'ai pas l'air, hein, tu diras, purée. Bon, c'est pas grave. Spécialiste, je parle beaucoup trop. Mais c'est très bien. Ah, mais c'était Tant mieux. intéressant. C'était super intéressant. Ouais. donc, là. Spy Family, qui vient de sortir du coup jeudi dernier en France. Alors, le titre. Explique-nous pourquoi, comment, à quel moment. Tout ce que tu peux nous dire sur Spy Family, on veut savoir. Alors, Spy Family, c'est un manga qui est assez particulier. Donc, c'est le manga d'un dessinateur qui s'appelle Tatsuya Endo, qui est pas un jeune dessinateur, tu vois. Il est déjà dans sa quarantaine. Il a déjà publié plusieurs mangas. Alors, le plus connu, qui est déjà sorti en France, c'est Tista. Et c'est, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui dessine très très bien et qui a un vrai sens de la narration, jusqu'à présent, ces mangas n'ont pas trop bien marché. Et à tel point d'ailleurs, et c'est assez rare, c'est-à-dire qu'il était mangaka, il est redevenu assistant. Ah ouais. Ah, Et en fait, c'est son responsable éditeur. En fait, c'est ça qui est drôle. Attends, si je me souviens bien, j'ai peur de dire une bêtise, mais si je me souviens bien, quand il était mangaka, son assistant, c'était le mec de Twin Exorcist. Non. Et quand Twin Exorcist a démarré, je crois qu'il a fait l'assistant sur Twin Exorcist. Alors, je crois que c'est Twin Exorcist, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, il a refait l'assistant pendant un temps. Et le responsable éditorial lui a dit, attends, tu veux pas retenter un truc? Et donc, ils se sont posés autour d'une table, ils ont discuté un peu. Et ils ont eu une idée de faire une histoire d'espionnage. Et donc, ils ont lancé donc, le premier chapitre de Spy Family sur Manga Plus. Mm. Et alors, moi, je l'ai lu, le premier chapitre, j'ai fait tout de suite, c'est mortel, je veux publier ça. Mais vraiment, hein, premier coup de cœur au premier chapitre, cœur, très rare pareil. que ça m'arrive à ce point-là. Tu sais, en général, tu dis, faut voir où ça va et tout. Là, je fais, ok, c'est mortel. Le mec, ben, c'est ça aussi, c'est un mangaka qui a déjà un peu de bouteille, donc il maîtrise super bien la narration. T'as souvent des mangas où le tome 1, le chapitre 1 est un peu douteux et puis ça s'améliore au fur et à mesure. Lui, dès le tome 1, dès le chapitre 1, tout est hyper maîtrisé, tu vois où ça va, le rythme est super. Et du coup, j'ai fait ok, je veux ce truc. Et j'étais pas le seul, puisque au Japon, voilà, dès le chapitre 1, c'est le buzz. Ça Voilà, explose. ouais, ça explose. il est en trend sur Twitter, c'était un truc fou. Le tome 1 sort, boum, 1 million. Voilà, c'est. Alors pas tout de suite le million, hein, mais genre ils ont imprimé, ils en ont mis en place. En fait, Shueisha ne communique pas les chiffres de vente, il communique les mises en place. Et donc en mise en place, il était assez haut. Ils ont fait une première mise en place. Alors, les chiffres sont quelque part sur Internet, parce que tu as des mecs sur Twitter qui aiment bien analyser les chiffres de vente.
Je crois qu'ils ont fait une première mise en vente, une mise en place de 100 000 exemplaires. Ils ont dû réimprimer, réimprimer, enfin, ça n'arrêtait pas. C'est-à-dire que ça partait dans tout le, ça partait. Et ça a été un vrai phénomène. Et ça l'est toujours. Oui, parce que c'est rare qu'il y ait un manga qui décolle comme ça, d'un seul coup, sans aucun appui. Il n'y a pas d'animé, il n'y a pas de jeu vidéo, il n'y a même pas une star qui dit « Regardez, c'est mortel ». Et les pubs, c'est même pas aussi extraordinaire que ça, de ce que j'ai vu. Ouais. Non, au Japon, il est mis en avant. Ouais. Mais c'est des banderoles, des trucs très basiques. Oui, il commence à faire, il commence à mettre du budget dedans, mais c'est vrai que il a pas été hyper poussé comme l'a été un Samurai 8 par exemple. C'est ça. Qui était vraiment lui programmé pour cartonner dès le départ, quoi. Et un succès. Je ne commenterai pas. Mais le pire, c'est que ça a bien cartonné en France, c'est ça le pire. Oui, ça a bien marché en France, c'est vrai. Oui, parce que je pense que c'est pas ce que voulaient lire les Japonais. Mais en tout cas, voilà, Spy Family, c'est vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur parce qu'il y a une vraie science de la narration. Pour moi, ce que j'aime vraiment dans un manga, c'est le découpage. Si c'est hyper fluide, parce que c'est le découpage aussi qui fait que tu es saisi par une page quand il y a une blague derrière ou quand il y a un choc ou quand il y a un truc. Et je trouvais le découpage super. Et les personnages, ils ont parfois, notamment, tu sais, quand ils ont le visage un peu en contre-plongée et tout, ils ont parfois des proportions un tout petit peu étranges, mais ça rend super bien. C'est-à-dire que les dessins sont très dynamiques et enfin, vraiment, c'est un manga qui est agréable à lire. C'est plaisant à lire. Tu fais pas d'effort à la lecture. T'es pas là en train de dire merde. C'est clair, c'est très clair. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc Greg, tu vas être content. Il y a Nathan Jo 71 dans le chat qui dit « Je vais acheter toutes les nouveautés Kurokawa pour faire plaisir à Greg. » Ah bah, Nathan Jo le S. J'espère que tu es très riche. N'achète pas que les nouveautés, tu peux acheter le fond de catalogue aussi, c'est pas mal. Alors, on va profiter aussi parce que du coup, tu sais, avant que tu arrives, normalement, on parle de nos lectures de la semaine, etc. On n'a pas parlé de Spy Family exprès pour laisser ce moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tour de table parce qu'on a tous lu du coup le tome 1 autour de la table. Xela, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier tome? Alors moi, j'avais déjà lu à l'époque de la sortie sur Manga Plus, mais redécouvrir donc Spy Family comme ça, je dis encore Spy X Family, hein, excusez-moi, le redécouvrir comme ça en tome, ça, je sais pas, ça change vraiment en fait l'expérience de lecture. Ça on le dit toujours de toute façon, hein, comparé au numérique, hein, le livre. Ouais. Et vraiment, comme disait Greg tout à l'heure, c'est dès le tome 1, ça part super vite, les personnages sont ultra attachants. Dès leur première apparition, tu sens que, par exemple, Lloyd, sur la première case où il apparaît, il y a rien, on voit juste qu'il enlève son masque, et c'est trop cool. Déjà, tu dis, ok, lui, il est trop cool. Pareil, Anya, premier truc où tu le vois, elle est marrante, il réussit comme ça à transmettre vraiment toute la personnalité du personnage dès le début. Genre dès sa première apparition comme ça, et ça continue tout du long. Et ça, je trouve que c'est trop fort, ce travail sur les persos. Okay. Qui juste okay. David, juste en dessous. Donc moi pareil, on t'entend plus, Greg. Oui. J'allais dire, oui, l'image où on le voit retirer son masque, là, elle a été énormément partagée sur Instagram. Je pense qu'elle a marqué beaucoup de gens en fait. Oui. Ah ouais. Les filles. Ouais. Je pense que si jamais ils font un animé, je pense que ça va être un key art parce que. C'est pas étonnant, ouais. Ok. Du coup, David, ta culte? Du coup, moi je rejoins totalement Xela. C'est un manga que j'attendais impatiemment en France, une nouveauté de Manga Plus que j'ai suivi aussi et que je suis toujours d'ailleurs quand le chapitre sort. Et pareil, en relisant le tome, en fait, c'est là que tu vois vraiment le sens de la narration de l'auteur. Le découpage, il est très bon. Et voilà. Et pareil, dans la relation des personnages, les personnages sont super attachants. C'est vraiment une famille que tu as envie de suivre. Et en plus, il se cache un peu des choses. Voilà, ça crée des situations très marrantes. Donc voilà, t'as un peu un mix entre comédie et action. Et c'est un bon mélange. Franchement, je vous le recommande fortement si vous n'avez pas encore lu Spy X Family. Ok, Kai. Ouais, je vais rejoindre les deux autres parce que voilà, j'avais lu Spy X Family dès les 5 premiers chapitres sortis sur Manga Plus. Et ça a été un coup de cœur quasiment immédiat. J'avais même le seum de devoir attendre 2 semaines pour avoir le chapitre suivant. Et là, j'ai toujours actuellement le seum en bimensuel. Et là, de le voir, depuis le temps que j'attendais justement de l'avoir entre les mains et de pouvoir enchaîner justement les 5
les 5 tomes actuels dans mon étagère, ça fait super plaisir. Revoir Anya, justement, mon personnage préféré de la série, avec ses vannes et tout ça, c'est juste génial. Donc, je peux que recommander cette série qui est certainement mon coup de cœur de 2019. Ok, Dorian. Bah là, encore une fois, comme les autres, je peux que les rejoindre. Ou On n'est pas sponsorisé. Hein. Greg, il nous a payé pour dire ça, bien sûr. Non, là on voit pas, mais il y a quelqu'un avec un gun sur le côté. Donc, ouais, bah c'était aussi un petit coup de cœur, et surtout, en fait, j'adore. Bah justement, encore une fois, comme beaucoup, le personnage d'Anya, parce que c'est vraiment par un concept aussi simple. Ça donne toute une nouvelle manière de faire une narration dans une œuvre, justement, avec rien que le fait que toutes tes bulles de pensée, du coup, bah justement, elles puissent les lire. C'est d'une certaine façon, elle se met un peu à notre place de lecteur, justement, où elle peut lire toutes les bulles du manga, sauf que elle est une enfant, donc elle réfléchit comme une enfant, et ça donne donc lieu aux situations assez drôles. Et oui, du coup, tout ce qui est lié aux pensées, etc., c'est réfléchi différemment, etc. J'aime beaucoup, j'adore. Oui, c'est vrai, je te rejoins. Anya, c'est clairement le ressort comique du manga principal, on va dire. Et c'est elle qui amène tous les moments d'humour. Et pour le coup, je trouve ça très très bien écrit et très drôle. Si vous voulez mon avis complet, il est disponible sur timanga.fr. Je vais pas répéter. J'ai écrit l'article, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec tous mes collaborateurs, bien sûr. Et au passage, l'édition, il y a des pages couleurs et tout, donc franchement, respect pour ça. Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est une super surprise, par contre. Je m'y attendais pas. Hein, la couverture métallisée. Oui. La couverture métallisée, ça rend trop bien. L'édition est vraiment propre. Hein. Et j'espère qu'elles sont faites sur tous les tomes. Ouais, j'espère les pages couleurs. Quand tu commences sur l'un, t'es obligé de garder l'unité du. Dr. Stone, ça n'a pas été fait, par exemple. Dommage. Dr. Stone, il faisait des. Chez Glénat, ils avaient fait des trucs comme ça brillants sur les premières impressions de chaque tome. Et au fait, au fur et à mesure, vu que les covers ont évolué et qu'il n'y avait plus trop cette pierre sur l'avant du tome, c'était juste à l'arrière, du coup, il n'y avait plus l'effet brillant. Et il ne le mettait pas à l'arrière non plus. Non, du coup, une fois qu'il n'y avait plus en fait sur la couverture principale, et qu'à l'arrière, ils ont fait on arrête, ça sert à rien. Ça coûte très cher, tu sais. Alors, ça m'étonne parce que Dr. Stone, c'est une très bonne vente en France. C'est ça. Donc, en fait, ce genre d'effet, ça coûte très cher, mais en général, tu les fais sur les séries que tu fais à gros tirage. Ouais, bah oui. Tu vois, par exemple, une des couvertures les plus chères qu'on fasse chez Kurokawa, c'était Sherlock, tu sais, le grand format. Ouais. Il y a une espèce de marquage métallique et tout, ça coûte cher à faire. Et en général, tu évites de faire ce genre d'effet sur une couverture parce que si c'est une grosse vente, t'en imprimes 25 000. Ouais. Mais quand t'as tout vendu, tu vas pas en réimprimer 25 000 d'un coup. Tu vas en réimprimer 3 000, 5 000, machin. Et c'est tout de suite beaucoup plus cher. Et du coup, si ton manga a pas très bien marché, que tu dois réimprimer que 800 ou que 2000, etc., ça peut te faire perdre de l'argent. C'est-à-dire un manga, t'en réimprimes 2000, tu restes à l'équilibre et les gens sont contents parce qu'ils peuvent l'acheter, très bien. T'en réimprimes 2000, mais tu perds de l'argent, même si tu les vends tous, parce que ça coûte trop cher de le fabriquer. À ce point ? Ça fait mal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Ok, d'accord. Très intéressant ça aussi. Donc, mais pour ce qui est de Spy Family, oui, c'est un gros enjeu. Pour nous, c'est le plus gros manga. C'est ce qu'on appelle un enjeu stratégique pour Kurokawa. Et c'est aussi, je pense, humblement, le plus gros manga de l'année sorti en France. Je suis totalement d'accord. Je suis complètement d'accord aussi. J'allais dire en plus, c'est vraiment mon titre préféré de l'année. On est fin de l'année là, quasiment. Il reste plus rien qui va arriver. Surtout que ce qui s'est passé, etc. La pandémie, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pourquoi avoir choisi de finalement sortir, à contrario de pas mal des concurrents, avoir quand même pris le parti de sortir le manga en cette période un peu compliquée peut-être. Ouais. Alors déjà, comme je l'avais dit, c'est un très gros enjeu. Donc quand tu retardes un gros enjeu, je sais plus à combien on est sur Spy Family. Je sais plus si on en a imprimé. Je crois qu'on en a imprimé 40 000, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on compte en vendre beaucoup. Hein. C'est vraiment un hit en puissance. On y croit, tu vois. Mais le problème, c'est que imagine quand tu dois imprimer 40 000 bouquins, tu dois t'y prendre un peu à l'avance. Vraiment, c'est des choses que tu t'imagines pas, mais tu vois, faut réserver le papier, faut tout ça, voilà. Et des fois, la machine est lancée et tu peux pas freiner.
Ça va, le train est trop lourd, tu vois. Et alors, pour Spy Family, en fait, c'était un vrai choix de le conserver, parce que dès le début, il était programmé en septembre. C'est-à-dire qu'on l'a pas déplacé dans l'année. Ouais. On a eu cette chance, tu vois, c'est pas comme Actage qui, je crois, devait sortir en mars et qui a été ou avril. Et voilà. C'est ça. Donc nous, on a de la chance. Dès le départ, il devait sortir en septembre. Donc c'était prévu comme ça. On a parié sur le fait qu'en septembre, les librairies seraient ouvertes. Tu vois, parce qu'évidemment, au mois de mars, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on fait ? On avait pris le pari qu'en septembre, la vie serait repartie à peu près normalement. Et ce qui m'a encouragé aussi éditorialement, et le reste de l'équipe était OK avec moi, c'est qu'aussi Spy Family, c'est un manga, ce qu'on appelle un manga feel good. Dans l'édition, tu as les feel good books. J'aime pas trop cet anglicisme, mais c'est les livres doudou, quoi. Pas doudou, les livres qui font du bien. Et Spy Family, tu vois, il y a beau y avoir un gros mind game dedans, il y a beau y avoir comment dire, cette histoire de fin du monde, parce que c'est il y a les comment dire, les espions, la guerre froide, etc. Tu te sens bien, tu as toujours t'as le sourire, c'est pas une lecture qui est t'es stressé, mais malgré tout t'es content parce que les persos sont bien. Dès qu'Anya elle tire une tronche bizarre et je pense que ça c'est peut-être aussi ce genre de bouquin qu'on a un peu besoin de lire en ce moment. Ouais. C'est pas juste de la simple bagarre, c'est pas il y a un petit truc en plus qui fait que tu peux avoir un investissement émotionnel dedans un peu différent des shonen d'aventure habituels, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est déjà enfin un manga, pas de la bagarre, pas un truc, c'est une grosse sortie, tu vois. Généralement les grosses sorties, on se retrouve avec des neketsu plutôt on va dire basiques. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais loin de là. Mais c'est vrai que Spy Family, pour le coup, c'est un vrai vent de fraîcheur, je trouve, dans le milieu. Et certes, c'est humoristique, mais il y a quand même un fond et ça raconte des choses. Et voilà, quand tu prends vraiment un plaisir fou à lire ce premier tome, et ça se lit super vite, ça s'enchaîne. C'est là, et bien sûr, on ouvre le Anya FC, j'ai dit sur Twitter, on ouvre officiellement le Anya FC ce soir. Le Anya Fan Club. Là, je crois qu'on est unanime en plus sur notre perso préféré. Anya, très clairement, même en étant à jour. Et là, quand elle rigole à moitié, tu sais, quand elle a cette petite tête un peu, genre, on voit qu'elle se fout de sa gueule. Enfin, elle est incroyable. Ça, pour moi, c'est la meilleure classe du manga. C'est la mascotte. J'ai tellement hâte que ce personnage devienne encore plus populaire avec une adaptation animée, parce que ça va devenir un mème. Je serais très étonné que rien ne soit annoncé en 2021. Ouais. Pareil. Des informations, Greg? Alors, j'en ai pas. Tu vois, comme je suis pas allé au Japon depuis longtemps, j'en ai pas tant que ça. L'info que je peux vous donner, c'est que c'est la guerre entre les différents studios d'animation pour faire un animé, quoi. C'est clair. Enfin, tu peux pas laisser un hit comme ça, en fait. Enfin... J'ai aucune info officielle. Mais pour moi, vu le succès du manga, la question c'est pas est-ce qu'il va y avoir un animé, c'est quand est-ce qu'il ouais, c'est ça. C'est juste qu'avec le virus, forcément, toutes les productions sont ralenties. T'as plein d'animés qui ont démarré en retard, donc ils vont se finir en retard aussi. Mais bon. Faut trouver une place, quoi. Ça va être la bagarre, je pense, pour faire l'animé de Spy. Moi, j'avais une petite question. Par rapport à Spy, parce que justement c'est donc on en parlait tout à l'heure, c'est sorti dans le Jump Plus, donc le magazine comment dire numérique de la Shueisha, donc c'est Manga Plus, on y a accès via Manga Plus. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, justement, ce côté que le manga soit en numérique de base, que ce soit au niveau des chiffres, des retours du public japonais, donc pour commencer, je sais pas, même du dessin, de l'impression, quelque chose. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose par rapport à un manga publié dans un hebdo classique papier? J'ai pas l'impression. Moi, juste après, c'est moi ma morning routine, tu vois, comme on dit sur LinkedIn. Moi, ma morning routine, c'est je vais aux toilettes avec mon iPad et j'allume Jump Plus, en fait. Ouais. Tous les matins sur mon iPad. Non, c'est l'iPad de Kurokawa que j'ai complètement volé. En fait, j'ai toutes les applis, tu vois. J'ai Manga Plus, j'ai Manga One, j'ai
Manga Box, il y a aussi Ura Sunday. Enfin voilà, j'ai tous les magazines en ligne gratuits des éditeurs japonais, je les ai. Et le matin, je fais ma revue comme ça. Et donc, ce qui a changé pour moi, c'est que je l'ai découvert plus tôt en fait. Tu as découvert Space Family aux toilettes, donc. Non. Non, ce qui a changé pour moi, c'est le moment où je l'ai découvert en fait. Mais je sais pas justement à quel point sont surveillés comme ça les magazines en ligne. Ouais, parce que une fois que tu es sur Internet, tu as un niveau de récolte d'informations comparé au traditionnel bulletin que tu renvoies par la poste là, à la Shueisha. On peut savoir par exemple à quelle page les gens ont arrêté de lire le chapitre. Ça, oui, alors, moi, j'ai pas ces données-là, par contre. J'ai pas accès à ces données-là. Ça, c'est Shueisha qui possède ça. Non, par contre, ce que tu peux voir, ce qui est intéressant, c'est les commentaires que les gens laissent. Aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Je sais pas. Moi, je lis Jump Plus en japonais, donc je lis pas Manga Plus. Je sais pas s'il y a des commentaires sur Manga Plus. Aussi, il y en a. Mais s'il y a une section commentaires aussi. Et puis c'est parfois d'ailleurs. Hein. C'est sur les fans de manga, tu vois, dans les commentaires, la Shueisha en prend pour son grade. Hein. Mais en tout cas, dans Jump Plus, il y a énormément de commentaires et ça te permet justement de sentir la tendance. Tu sens tout de suite si les mecs ils ont aimé ou pas, tu sens tout de suite si ils ont aimé tel personnage ou pas tel personnage. Tu sens aussi, alors ça c'est très vicieux, tu sens si ils ont aimé et s'ils vont continuer à le lire gratos ou s'ils vont acheter le tome derrière. Ouais. Est-ce que c'est sympa et c'est sympa à lire comme ça gratuitement ou est-ce que c'est sympa et ça mérite que je mette de l'argent dedans quoi? Exactement. Okay. Bah, c'est la même réflexion que j'ai quand on me demande ce que je pense des scans. C'est que les scans c'est trop disparate pour pouvoir dire c'est bien ou c'est pas bien parce que les gens qui sont 100% anti-scan vont dire ouais mais vous achetez, vous lisez, vous achetez pas. Les défenseurs du scan vont dire ouais mais c'est grâce au scan que les mangas sont connus, etc. Moi je réponds ça dépend vraiment. C'est-à-dire que t'as plein de mangas, je pense qu'aujourd'hui le scan par exemple ne fait pas forcément beaucoup de mal à des grosses séries. C'est juste que les gens ils sont accros à leurs séries donc ils veulent avoir le chapitre avant tout le monde parce qu'ils ont peur de se spoiler mais ils achèteront le manga en papier plus tard. Mais à contrario t'as aussi des mangas que les mecs trouvent sympas sans plus. Ils ont envie de savoir la suite gratos mais ils iront pas dépenser 6 € pour le lire. Tu vois. Moi, je l'ai vécu beaucoup. Ça m'a vraiment fendu le cœur. Avec 2 mangas. C'est Hippo. Hippo qui est toujours dans tu regardes les sites de scan, il est toujours dans le top 20. Et moi, mes ventes, je tire la langue. Et pareil pour un manga. Alors, on a réussi à finir la série en France quand même. C'était un manga d'arts martiaux qui s'appelait Kenichi. Oui, bien sûr. Et pareil, Kenichi, moi, mes ventes, elles étaient ridicules. Et c'était toujours dans le top 5, des meilleures lectures en ligne sur les sites qui n'existent. Alors, il y en a un là qui avait fermé, je sais plus comment il s'appelait, l'énorme. Mangarock. Ouais, Mangarock, et il était toujours dans le top 5 de Mangarock, quoi. C'est-à-dire, t'avais Naruto, Bleach, et t'avais Kenichi devant ou derrière Fairy Tail, quoi. Ça, c'est impressionnant. Et malgré tout, je tirais la langue, tu vois. J'en vendais. Les amis dans le chat, allez acheter Hippo, s'il vous plaît. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit comme Jojo, tu vois. Jojo, c'est pareil, c'est ce genre de manga, tout le monde en parle et personne l'achète. Mais du coup, là, je vois la question de TheYano23 dans le chat. Salut. Qui pose du coup une question, je trouve, qui a de l'intérêt par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vu qu'il y a du coup des mangas comme ça que les gens ne sont pas prêts à payer, à acheter les tomes comme ça tous les 2 mois, 3 mois, mais qui ont quand même cette envie de le lire. Du coup, le Manga Plus, par exemple, ou un équivalent en France, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as peut-être des infos qu'on n'aurait pas? Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop parce que Manga Plus. Ou un équivalent, tu vois, un hebdo. Manga Plus, ça a été créé dans l'optique de reprendre le contrôle par rapport aux versions pirates. Parce que les traductions étaient faites par des amateurs et quand tu n'as plus de contrôle sur la traduction, tu n'as plus de contrôle sur le contenu de l'œuvre non plus. Et notamment, il y a un truc que j'adore. De temps en temps, on s'échange des trucs avec la Fédois, qui est la traductrice de Dragon Ball Super sur Twitter. Notamment, il y avait une image, un collage qui était super intéressant, où tu avais 2 images. Tu avais la traduction en anglais du manga Dragon Ball Super officiel et la version Scantrad. Et donc, tu avais, comment il s'appelle, le chat Beerus. Où tu as le chat qui est là en anglais dans la version officielle, il est là oh, this is the most amazing cake
machin. Tu sais, il mange des gâteaux de Bulma, là, où je sais pas. Il dit, oh, it's the most amazing cake I've ever ate, machin. Et en version Scantrad, c'était, oh, this fucking cake, it's the fucking best cake I've fucking ate. Ouais, il y a tendance à la vulgarité dans les. Et quand t'es l'éditeur de Dragon Ball, t'as pas envie que ton personnage dise des gros mots, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment pour reprendre la main, et donc c'est pour ça Manga Plus existe pour les 2 langues les plus piratées au monde, c'est l'anglais et l'espagnol. C'est vrai. Et la troisième, c'est qui du coup? Ben, je sais pas, mais je pense en termes de popularité, en termes de population, pas forcément. Ah ouais? Pas forcément. T'as le Brésil aussi. Ah oui. Ah ouais, le Brésil, ils sont. Voilà, le Brésil, ils sont chauds. Et puis surtout, le Brésil, c'est un pays qui est. Enfin, aussi, pourquoi la langue espagnole? Parce que tu as aussi toute l'Amérique du Sud. Ah oui, clairement. Donc, c'est des pays qui ont accès à Internet, mais où tu as quand même une partie de la population. Tu as une grande partie de la population qui est en précarité. Et c'est aussi des pays où, sortis des grandes villes, les systèmes de distribution des livres ne sont pas forcément fantastiques. Les mangas en espagnol, les mangas en portugais, hop, par ici la bonne soupe, tu vois. Je pense que les mangas francophones, il y en a beaucoup en France, et tu vas aussi en avoir beaucoup dans les pays du Maghreb et en Centrafrique. Là où, dans les pays d'Afrique, en fait, où on apprend encore le français à l'école. Parce que voilà, que ce soit au Sénégal ou en Algérie, c'est plus facile de lire des mangas en français qu'en japonais ou en anglais. Mais du coup, si jamais demain, par exemple, un Manga Plus français peut voir le jour, ça serait quoi, comment dire, ta position sur le sujet? En fait, est-ce que tu aurais une influence pour dire, ok, moi, je veux pas que mes séries soient dessus, sur mes séries de chez Kurokawa, que ce soit sur Manga Plus, par exemple, du coup, il y a Spike Family, qui pourrait être en français. C'est compliqué parce que, en fait, la vraie différence entre le marché américain et le marché français, pour prendre le marché français, c'est que tous les mangas de Shueisha, donc, qui composent le catalogue Manga Plus, sont chez un seul éditeur. Ce qui signifie que l'éditeur, c'est lui-même qui traduit toutes les séries au moment où elles sont en ligne et qui réutilisera sa traduction 6 mois, 1 an plus tard sur papier. Parce qu'il sait qu'il va avoir toutes les séries. Mais là, regarde, prenons un manga du Jump Plus qui a commencé avant-hier, là. Je sais pas, il a peut-être pas été mis en anglais, c'est un truc qui ressemble un peu à Cowboy Bebop. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc en noir et blanc, hyper funky. Bon, ce truc-là, voilà. Imagine, tu as un Manga Plus en français. Shueisha te dit, voilà, la semaine prochaine, il y a cette série-là qui commence. Qui la veut? Qui l'a traduit. Donc, alors moi, je lève la main, Kana lève la main, etc. Mais tu as un chapitre pour te décider. Tu commences à payer un traducteur, voilà, tu traduis le truc. Et en fait, le manga, au bout de 5 chapitres, il marche pas. Donc Shueisha... c'est un petit peu casse-gueule, en fait, en France. Donc le manga est coupé avant la fin. Bon. J'ai payé un traducteur pour rien, en fait. D'autant plus que le marché français est très spécial dans le sens où, tu l'as dit plus tôt, il y a 10 éditeurs, il y a beaucoup d'éditeurs différents, en fait. Là où aux États-Unis, t'as Viz Media, et voilà, c'est eux qui prennent un peu tout ce qu'il y a. Et en France, c'est hyper compliqué. Ça fait que même au niveau de la rémunération, du coup, est-ce que les éditeurs français touchent quelque chose? Le traducteur, c'est le traducteur de Shueisha ou de Kurokawa? En fait, c'est ça le truc, c'est que les scans, c'est facile, entre guillemets, parce que tu scannes le Jump. Donc les mecs, c'est gratuit, donc ils s'en foutent de la qualité. Tu vois, les scans sont dégueulasses. Voilà. Tu traduis viteuf. Tu t'es trompé, et bon, les mecs vont se déchaîner dans les commentaires, mais les scans, ta gueule, c'est gratuit. Enfin, si t'es pas content, tu le fais, quoi. Ça s'arrête là. Mais quand tu payes pour un produit, tu es obligé de le faire sur du beau papier, tu es obligé d'avoir des fichiers de bonne qualité. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, dès que tu es professionnel, il faut investir de l'argent. Et donc, les traducteurs, il faut les payer, les imprimeurs, il faut les payer, le mec qui a cleané les onomatopées pour mettre boom à la place des katakana, il faut le payer. Les datas, il faut les acheter aussi. Ah oui. Donc, tu vois, c'est des coûts incompressibles que tu n'es pas sûr aujourd'hui avec Manga Plus de pouvoir. Et puis, un autre truc aussi. Imagine, c'est le contraire. Imagine, tu as un éditeur qui te dit, voilà, moi, je vais traduire tous les chapitres. Et puis après, si le manga est un succès, vous n'avez qu'à l'acheter et vous le sortez en papier. Et là, c'est le contraire. Qui me dit que la traduction va être bonne?
Ouais, c'est encore un autre délire parce que vous travaillez chacun avec vos propres traducteurs, vous avez vos préférences et tout, donc c'est vrai que oui, ouais. Par exemple, demain, je sais pas, pour prendre l'exemple dont tu parlais tout à l'heure de Fédois, est-ce que Glénat, par exemple, ferait confiance pour faire un truc de Dragon Ball qui soit pas traduit par Fédois, qui s'occupe de la série depuis un moment maintenant? Est-ce qu'ils vont... C'est vrai que ça pose pas mal de questions, même pour les traducteurs d'ailleurs. Donc en général, le simulcast de manga, il y en a quelques-uns qui existent. Hein. C'est en général des mangas qui ont déjà été achetés, tu vois. Il y a eu le simulcast il y a le simultrad de l'attaque des Titans, je crois, chez Pika, où tu peux acheter au chapitre. Ouais. Et ça, qui fait beaucoup ça. Voilà. Mais parce que ils ont déjà les séries, en fait. Ouais, c'est encore un autre délire, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça a des implications assez compliquées, en fait. C'est très. Et franchement, on pourra même en parler une autre fois, un jour, avec toi, Greg, si tu veux repasser un jour, parce qu'on va arriver du coup à la fin de l'émission. 3 heures. 3 heures là. Désolé, tu vois, c'est l'avantage d'Internet, c'est que tu peux déborder. Oui. C'était super intéressant, Greg. Je suis très, très content de t'avoir eu ce soir dans l'émission. Si vous avez des questions, enfin, si on n'a pas eu le temps d'aborder un truc qui vous fait très plaisir ou quoi, vous me le dites. Hein. Là, si on peut finir vite fait. Je regarde un peu le chat. Allez, c'est maintenant tout de suite. Vous avez 5 minutes, les amis. Je vous accorde 5 minutes pour poser vos questions. Alors attends, je regarde. Lasergan. Pourquoi les tomes numériques sont aussi chers? Ah oui, ça c'est très important de répondre à ça, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne le savent pas. En France, il y a ce qu'on appelle la loi Langue. Ouais. C'est une loi qui protège les libraires. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, en France, tu n'as pas le droit de solder un livre. Les livres sont vendus au même prix partout. Ah ouais. Partout. Tu n'as pas le droit de solder un livre. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui a été votée pour justement protéger les libraires par rapport au supermarché. La preuve que ça marche, il y a encore plein de librairies en France, il n'y a plus de librairies aux États-Unis. Non. C'est une bonne chose. Et oui, c'est une très bonne chose. Mais du coup, ça veut dire que ça marche aussi pour le numérique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le syndicat national des éditeurs en France qui s'est mis d'accord pour dire, voilà, il ne faut pas que les livres numériques soient vendus moins de tel prix par rapport au papier, parce que sinon, les gens iront plus en librairie. D'accord. Bon, après, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que de toute façon, le numérique, ça ne marche pas en France, parce que les gens sont attachés au papier. C'est-à-dire que même quand tu fais des soldes en numérique, ça... Alors, un grand merci à Sekams qui vient d'offrir 5 subs dans le chat. Ouais. Et qui s'est abonné en plus tout à l'heure. On n'a pas pu le remercier du coup, mais grand merci à toi. Merci. Ensuite, question suivante pour Greg. Est-ce que le crowdfunding vous intéresse? Alors, j'y connais rien en crowdfunding, mais effectivement, je commence à y réfléchir quand je vois ce que fait Black Box, des gens comme ça, parce qu'effectivement, il y a plein de mangas que j'aimerais sortir en France et qui sont insortables parce qu'on en vendrait 300, tu vois. Est-ce que ça, d'ailleurs, ce serait possible pour vous de faire genre une plateforme, après pas exactement forcément comme ça, mais un truc où, par exemple, on dit, comme ça se fait, par exemple, pour certains jeux vidéo, ok, bah... Quand on aura 2000 commandes, on le sort. Et en attendant, bah voilà, vous précommandez votre truc. Et si ça sort dans un an, ça sort dans un an. Si ça sort dans 6 mois, ça sort dans 6 mois. C'est des choses auxquelles on peut réfléchir. Le problème, c'est que ça t'oblige à avoir des contrats hyper souples avec les Japonais. Parce que quand tu signes un contrat, tu t'engages à publier le bouquin que tu as acheté sous X années. Ah, d'accord, ok. Parce que sinon, ça serait trop facile, tu vois. Ouais, bah oui. Par exemple, j'achète tous les shonen et je les sors pas, mais c'est juste pour faire chier les autres éditeurs. Ah ouais. Ça, tu peux le faire, c'est de l'obstruction, mais pour empêcher ça, si t'as pas sorti, tu vois un truc, le manga de Lovecraft chez Kiyun, s'il a mis autant de temps à sortir, c'est qu'il avait été acheté par quelqu'un d'autre qui ne l'a pas sorti. Et donc, au bout de 2 ans, il est revenu sur le marché. Donc, on a refait une offre et voilà, et c'est Kiyun qui a gagné cette fois. Et cette fois, Kiyun l'a sorti. Il y a une question aussi qui revient souvent dans le chat, c'est qu'est-ce que tu penses des mangas Furio et si tu serais enclin à en sortir chez Kurokawa ou... Alors le manga Furio, moi c'est un truc, alors j'aime pas tout dans le Furio, mais c'est des codes vraiment très particuliers que j'aime bien. Alors le Furio, pour ceux qui savent pas, enfin j'imagine qu'ici tout le monde sait, mais voilà, c'est les racailles japonaises. La délinquance. Ouais. Voilà, pourquoi ça marche pas le Furio en France? Tout simplement parce que, et attention, dans ma bouche c'est un compliment, parce que c'est ringard, dans le sens où ça fait appel à des valeurs qui aujourd'hui sont pas trop vues comme nobles, mais plutôt un peu cucu, quoi. Et il y a un autre truc aussi, c'est le look des persos en fait. C'est-à-dire que pourquoi le Furio ça marche au Japon? Parce qu'au Japon les mecs ont la classe.
Ouais, c'est Et vrai. voilà, c'est les mangas de Furio. En général, c'est publié soit dans le Champion, dans le Shonen Champion, qui est le magazine d'Akita, soit dans le Young Mag, soit dans le Shonen Mag. Donc, vraiment, les mangas de Furio, c'est vraiment surtout chez Akita et chez Kodansha. Et c'est publié dans des magazines, ce que j'appelle les magazines de camionneurs, quoi. C'est-à-dire quand tu vas au Japon, tu vois les mecs, ils sont dans leur camionnette, tu sais, ils ont leurs chaussures de travail avec le doigt de pied séparé là. Ils sont derrière le volant, ils ont la petite canette de Boss Café, ils ont la serviette nouée autour de la truc. Le camion, c'est pas du tout écolo. Le camion, il tourne pour avoir la clim. Et il est en train de lire ça, quoi, le mec. Il est en train de triper là avec son le baggy des cantonniers japonais là. Et il est là avec sa serviette autour de la tête. Le mec, c'est un vrai prolo. Il est en train de lire des mangas de Kaira parce qu'il trouve ça classe. Les mecs qui ont un blouson en cuir et une banane, quoi. Sauf qu'en France, ça marche pas du tout. Enfin, les histoires de clans, les histoires de motos, ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ça. Si tu voulais faire un manga de Furio qui fonctionne en France vraiment bien. La voix du tablier, justement. Mais c'est pas du Furio, la voix du tablier, c'est un manga de Yakuza, tu vois, c'est encore autre chose. Ça décode quand même un petit peu. Oui, c'est toujours cette histoire d'honneur, etc., mais c'est de la parodie. Ouais, justement, c'est pour ça, en fait, c'est pas du pur Furio, et c'est pour ça que ça marche, en fait, je pense. En France, c'est Lucien, quoi. Alors, soit c'est Lucien, soit sinon, t'essayes vraiment de faire un manga de Furio, mais pour les racailles d'aujourd'hui. Et tu vois, il faudrait faire un truc plus, je sais pas, un truc peut-être à la Prison Break. Et encore, tu vois, Prisonnier Riku, ça a pas super bien marché. Ouais, dommage. Il y a Sidi dans le chat qui demande Tokyo Revengers, ça marche, non? En vente, en termes de vente, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Ça cartonne au Japon. Et alors attention, parce que Tokyo Revengers, c'est encore autre chose. Tokyo Revengers, c'est comme Slam Dunk, ça plaît aussi beaucoup aux filles. C'est des beaux garçons. Oui. Voilà. C'est vrai, très très vrai ce que tu dis là. C'est très vrai. En fait, il faudra voir les ventes de Tokyo Revengers en France quand l'animé va arriver. Ouais. Ça peut être, tu vois, ils peuvent faire un manga sur le 93. Ils peuvent faire un coup à la IQ ou à la Kuroko, où c'est les meufs qui s'emparent du truc. Mais ça peut être l'effet double tranchant. Ça peut être aussi, du coup, l'animé, ça va être un truc de meuf comme Kuroko. Ouais. Ou Prince of Tennis, tu vois. Kuroko, c'est un animé de meuf. J'ai pas remarqué. Alors, au Japon, mec, excellent, t'as rien vu. Pourtant, IQ, j'ai remarqué, tu vois, mais Kuroko, j'avais pas. Kuroko, t'as encore rien vu, mec. Alors, donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Ouais, je pense qu'on est bon là. J'ai noté une question d'un gars qui a utilisé tous ses points de chaîne pour le demander, donc on va lui lire quand même. Vas-y. Greg, on sait que Kenichi ne s'est pas très bien vendu, mais aura-t-on la chance de voir d'autres titres de Shun Matsuena? Écoute, j'aimerais beaucoup, parce qu'en plus c'est un ami personnel, Shun Matsuena, donc ouais, j'aimerais bien pouvoir sortir la suite de ses séries. Ok. Voilà. Bah voilà, vous avez toutes les... de l'argent bien investi, parce que j'ai répondu à une question à laquelle je réponds jamais, c'est est-ce qu'on peut sortir ça? Mais là, vu que c'est un ami... Allez, on a fait un petit... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les fans d'Hippo attendent les best bouts. Vu ce que je vends en Hippo normal, les best bouts... Achetez déjà les tomes standards. Achetez Hippo, les amis. Est-ce que l'âge d'or du Jump a été un succès? Ouais, je pense que s'il y avait eu plus d'images, on en aurait vendu plus, mais on en a vendu, je sais pas, 2-3 000, un truc comme ça. C'est vrai que si vous pouviez l'acheter, je pense que vous économiserez pas mal d'argent dans les chats pour poser des questions. Parce que vous voyez ce que c'est l'âge d'or du manga, les gars, ou pas? Oui. Ah, bien sûr. Qui est sorti à la Japan Expo. Tu faisais même la traduction, si je dis pas de conneries. C'était. On était là au truc là quand il y avait l'auteur qui. Avec mon papy Goto qui était là. Oui. Sur la scène. Tous les secrets du Jump, voilà. Ah bah ouais, là, franchement, si vous voulez savoir comment ça se passait dans les années 80 dans le monde du manga, il faut vraiment lire ce roman, c'est passionnant. En plus, c'est pas chiant à lire, il le fait série par série. Enfin, c'est. Voilà. Des nouvelles du futur de Pokémon La Grande Aventure après la fin de Soleil Lune. Alors oui, mais je vais te répondre la même chose que je réponds d'habitude quand on me pose la question. Il y aura un Kuro Live spécial Pokémon très bientôt
On est en train de valider des choses avec la Pokémon Company et dès qu'on a le droit de vous le dire, on organise un Kuro Live où on fera que des révélations sur Pokémon. Voilà. N'hésitez pas à suivre bien sûr Kurokawa sur tous les réseaux, Golden Greg bien sûr sur Twitter et sur Insta aussi je suppose. Sur Insta c'est Golden Greg, je sais plus s'il y a un underscore avant ou après. Mais ouais. Okay, non, souvent il est dans le chat. Merci. Oui, suivez-moi parce que il faut en fait mon rêve c'est d'avoir un gros compte Instagram pour recevoir des jouets gratuits. C'est un message convaincant. Non, parce que je suis super jaloux, tu vois, Sébastien Abdelhamid, il reçoit toutes les pop et tous les. Enfin, quand je dis pop, c'est pas les. C'est pas les Funko Pop, hein, je déteste ça. Oui, les bons Presto et tout, je suis super jaloux, mais bon, moi j'ai. Sur Insta, tu vois, j'ai 1800 followers, lui il en a 100 000, je peux pas lutter. Elles sont bien tes photos en plus là. Hein. Je vois la dernière là avec. J'ai changé d'appareil photo, j'ai level up un peu. Avant, je les faisais au téléphone, c'était bof. Mais... Greg, ton avis sur Manga.io, c'est des gens avec qui j'ai déjà pas mal discuté et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas vraiment la même version, on n'a pas la même vision du métier. C'est-à-dire que eux, ils aimeraient bien faire un Netflix du manga, mais c'est très très compliqué parce que les Japonais voient pas du tout l'avenir comme ça. Et enfin, on n'est pas tombé d'accord, quoi. On n'a pas la même vision du manga. Alors, ça se trouve, j'ai tort. Ça se trouve, le mec, c'est le futur Bill Gates et il va inventer un truc plus puissant que Facebook. Et moi, je serai en train de mendier dans la rue pendant qu'il roulera en Rolls. J'en sais rien, mais je pense pas que ça. Les Japonais sont trop conservateurs aujourd'hui pour que ça marche aussi bien qu'ils le voudraient. Ok, d'accord. Manga.io qu'on avait reçu dans une émission précédente, donc si vous voulez la revoir. La VOD sur YouTube. Voilà. Exactement. Greg pense quoi de 90% des mangas qui meurent trop tôt sur le Jump? Bah écoutez, je vous invite à lire L'âge d'or du manga. Ce move. Non mais c'est surtout que c'est parfaitement expliqué en fait. Ils expliquent pourquoi ça comme ça. Alors, je sais pas pour Manga.io, mais toi c'est sûr que tu seras pas à la rue à demander une pièce hein, avec vendeurs comme ça. Voilà, mort au numérique, je sais pas, tu vois, le numérique, il y a Hypeman37, je suis pas d'accord pour dire mort au numérique, c'est vrai que c'est plus sympa, on parlait tout à l'heure de la belle jaquette de Spy Family, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un livre, mais tu vois, par exemple, pendant le Covid, le numérique c'était bien sympa. Bah oui, clairement. Ça a sauvé des gens. Hein. Non, mais c'est deux offres complémentaires, physique, numérique. Je pense que les deux, ils doivent avancer ensemble en fait. Ouais, et par contre, il y a un truc, bon, c'est un message pour Greg et bien sûr pour tous les éditeurs. C'est vrai que niveau numérique en France, je trouve qu'on est un peu mou encore. On n'arrive pas à bien sortir les choses dans les temps. Je suis d'accord, mais après il y a un autre truc aussi, c'est que comme je te l'expliquais, le livre est vachement protégé en France. Ouais. Et alors déjà tu as la loi Langue qui contrôle les prix, et derrière tu as le syndicat national de l'édition qui lui aussi a tout intérêt à et je suis d'accord avec lui, à protéger les libraires. Sauf qu'il protège les libraires tellement que le numérique n'arrive pas à décoller. Par exemple, tu vois, pendant le confinement, nous, au mois d'avril, on avait une grosse sortie, c'était Demon Tune, le manga de Bloodlad. Il devait sortir en avril et on l'a décalé en mai. Moi, j'ai dit, mais c'est con, en fait, il est prêt. Pourquoi est-ce qu'on le sort pas en numérique en avril? Parce que de toute façon, les gens, il n'y a pas de librairie, ils peuvent pas y aller. Et on n'a pas livré de bouquin. Il n'y a pas eu une seule nouveauté qui est sortie en avril. Et j'ai dû me battre pour ça. On a dû demander une dérogation, machin, pour que le manga sorte fin avril en numérique et qu'il sorte fin mai en papier, quoi. Et c'était exceptionnel. Enfin, on m'a bien dit, attention, Greg, hein, c'est une fleur, c'est une faveur. Alors que, justement, le numérique aurait dû, pendant le confinement, montrer que... Parce que tous les livres qui ne sont pas sortis en avril, ils étaient prêts. Ouais. Et comme on a voulu protéger les libraires, on ne les a pas sortis en numérique. Alors que, franchement... tu vends pas que de la nouveauté. Les gens seraient quand même malgré tout allés embrasser leur libraire sur la bouche quand on a été déconfinés. Donc je trouve ça dommage. Mais bon, après c'est une volonté vraiment, peut-être comme tu dis, un peu archaïque de protéger le papier. Ouais, ok, d'accord. Et après, alors il y a encore un autre truc, je termine là-dessus. Il y a des auteurs de manga qui refusent le numérique, vraiment. Ah oui. Là, par exemple, Hippo en numérique, ça n'existe pas. Alors que moi, qui suis malheureux avec mes 100 volumes, enfin tu vois, porter une série de plus de 100 tomes et faire en sorte que chaque tome soit encore disponible, c'est un cauchemar de gestion. Le numérique, ça m'arrangerait tellement la vie, mais non, l'auteur, il veut pas en entendre parler. Au Japon, en France, machin, il n'y en a pas. Et pareil pour les Chevaliers du Zodiac. Masami Kurumada, je sais pas, il doit avoir 70 ans maintenant, je pense, et il est là, non, moi, le papier, tu vois, le numérique, je sais pas, j'attends de voir. Et ça fait 5-6 ans qu'il nous a répondu ça, donc
Je pense pas qu'ils soient intéressés par le numérique. Et tu as des auteurs comme ça qui ont une vraie vision artistique, qui disent non, moi j'ai dessiné sur du papier, il faut lire mes trucs sur du papier. Ça se comprend aussi. Ah, c'est une version. Enfin, c'est des gens après d'un certain âge où ils n'arrivent pas. C'est clair. Alors, il faut une autorisation japonaise pour publier vos propres mangas en numérique. Ah bah oui. Bien sûr. J'ai tout ce que je fais. Voilà, je peux pas faire un pet de travers sans demander son avis à l'auteur japonais. On en parlait en plus. À l'auteur carrément. Bah en fait. Pas juste à l'éditeur. Bah, l'éditeur demande à l'auteur. Ah, ok. Je pensais que l'éditeur, s'il arrivait, qu'il disait à l'auteur, bon bah on va te faire un truc en numérique, l'auteur il... Ça dépend. Si c'est un truc pas compliqué, tu vois. Genre, si je dis, est-ce que je peux faire est-ce que sur Spy Family, je peux, je sais pas moi. Non, c'est un mauvais exemple. Excuse-moi. Non, quand je pose des questions simples, tu vois, du genre. Quand sort le prochain tome ou quoi, ça c'est l'éditeur qui te répond. Ouais. Quand tu prends la couverture du tome 1 de Spy Family et que tu fais un grand poster, bon bah c'est l'éditeur qui te dit oui ou merde. Par contre, tu dis alors je voudrais changer le format, je voudrais le mettre à l'envers. Dès que tu demandes un truc un peu compliqué, ils demandent leur avis à l'auteur. Forcément. C'est normal. Ah ouais. C'est normal. Ouais. Non, je pensais pas que les auteurs avaient du poids comme ça. Enfin, pour les grands. Ça, c'est leur œuvre après. Ça dépend des questions. Ça dépend vraiment des questions. Ok. Bah, tant mieux. Hein. Tant mieux. C'est clair. Bon, après, pour toi, c'est pas forcément. Ça peut être un peu embêtant parfois, mais. Mais là, on en revient même à justement l'émission de la semaine dernière avec Sébastien Delamide, où on parlait des ayants droit. Les Japonais, c'est les plus compliqués. C'est les plus compliqués niveau. À chaque fois, il faut repasser vers eux. Et je pense que tu vas confirmer, Grégoire, c'est que la moindre modif, la moindre chose, il faut la faire valider par les Japonais avant de le sortir en France. Tout à fait. Et c'est tout à fait. En fait, ça vient aussi du fait que le système de contrat entre un auteur et son éditeur, que vous découvrirez toujours dans Jump, l'âge d'or du manga, en fait, c'est un système qui est très particulier. C'est-à-dire que le dessinateur de manga va passer un contrat avec l'éditeur et l'éditeur, de toute façon, vous avez vu, hein, les dessinateurs de manga, ils bossent comme des chiens, ils dessinent tout le temps, enfin, ils ont le temps. Et donc, l'éditeur dit, ok, tu dessines pour moi jour et nuit. En échange, je m'engage à te faciliter la vie totalement. Je te trouve des assistants, t'as pas à aller chercher. Je te trouve un appart, t'as pas à chercher. Voilà, s'il faut sortir ton chien, je le sors. Voilà, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Et du coup, l'éditeur de manga, c'est presque une nounou. Donc, si jamais il se passe un truc mal, la responsabilité de l'éditeur est engagée. Et l'éditeur, il prendra jamais de risque, surtout si c'est un gros auteur. D'accord, ok. Ok, voilà. très bien. Je peux te dire qu'il y a des têtes qui ont sauté. Tu vois, par exemple, il y a eu des gros bordels comme ça, des histoires qui sont très très célèbres au Japon. Par exemple, il y a un mec qui avait perdu des planches originales de Sailor Moon. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ah ouais. Oh la merde. Qui va avoir le courage d'aller qui va avoir le courage d'aller voir la dessinatrice à l'époque où Sailor Moon est au top, tu vois? Il dit excusez-moi, on a perdu vos pages, est-ce que vous pouvez les redessiner s'il vous plaît? Enfin voilà. Tu vois, ce genre personne n'a envie d'être dans cette position-là. Personne n'a envie d'être dans la position de. Alors, évidemment, il y a déjà eu des petits coups de filou et des trucs, mais t'as pas envie que ça t'arrive. T'as pas envie, par exemple, que ton auteur, il découvre que, tiens, c'est bizarre, les posters en France, les mecs sont à l'envers. Parce que du coup, l'éditeur, il va se faire défoncer. Et si le mec est gros, il risque. Un auteur qui s'engueule aujourd'hui, il peut faire sauter un mec. Il se barre, il va chez un autre éditeur. Ah, carrément. Ça, avant, c'était pas trop le cas. Il y avait une vraie fidélité, mais désormais, ouais, t'en as beaucoup. Bah, regarde, Gunm, le mec qui s'engueule avec son éditeur, il va en face. Hop, c'est vrai. Shaman King. Voilà. Shaman King. Ah ouais, c'est. Bon, les amis, il faut quand même conclure cette émission. C'est vrai que ça a duré un peu plus. Je n'arrive plus à arrêter Greg. Je n'arrive plus à. Non, c'était super intéressant. Je sais que même moi, j'ai pas envie de l'arrêter l'émission. Je sais dans le chat, vous non plus. Mais malheureusement, je pense à la VOD derrière, la rediff, ça va être très compliqué. C'est en 5 parties, voilà. C'est en fin de saison. L'école demain. En tout cas, ça, surtout. Ouais. Et, toujours Greg, 200 sur le live. Greg, en tout cas, merci beaucoup, à toi aussi d'être venu. Merci à vous. J'espère que tu repasseras un jour, ça me ferait super plaisir. Ça nous ferait super plaisir. Je pense que l'année prochaine, j'ai des trucs un peu lourds qui pourraient vous intéresser.